l'intermédiaire de cette année, je vous disais qu'en croisement avec la sortie de mon livre Sans emploi à condition de notre post-industriel, j'ai voulu évoquer les questions plus pratiques liées à la question d'abord, l'évolution des technosciences en général du point de vue pratique, mais ce que ça fait aujourd'hui, c'est-à-dire que la technoscience représente une force de travail, mais une force de travail qui n'est pas seulement une force de travail physique, telle que nous l'avions vu, non pas seulement aussi une force de travail mentale, mais une force de travail décisionnelle et, si je puis dire, empathique, c'est-à-dire que même les emplois liés au contact avec les contacts interindividuels, par exemple l'accompagnement à la personne aujourd'hui, mais sont prévisiblement des emplois qui pourraient être occupés par des machines. Et moi j'ai essayé de vous démontrer la dernière fois, d'ailleurs peut-être même mieux que les humains, parce que certaines caractéristiques humaines, trop humaines, pourraient quelque part être considérées comme inhumaines, par exemple la colère, des formes de violence, etc., qu'il y aurait évidemment des machines qui seraient programmées pour ça. J'ai eu d'ailleurs une discussion, j'ai rencontré dans une sorte de soirée où il y a tout le temps comme ça à New York, le directeur général ou l'ancien directeur général de Dailymotion, et qui est très branché sur la question des technosciences, et donc je lui ai évoqué mes théories avec lui, et donc je lui ai passé mon livre, et là il vient de m'envoyer un mail il y a 2-3 heures, en me montrant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, il me dit « Ah, super ton livre, d'ailleurs, c'est en train de... » en particulier le chapitre dont je parlais la dernière fois sur ce que j'appelle le mode de production interactif, vous vous souvenez ? Et il m'a envoyé le lien vers quelque chose qui est en train qu'Amazon est en train de monter, qui s'appelle Amazon Go. Vous avez vu ce que c'est, Amazon Go? Quelqu'un a entendu parler? C'est le sort du magasin où on fait ses courses comme ça et ça calcule tout seul. Ça calcule tout seul, on a sa facture, on prend ce qu'on veut, on ne fait plus la queue nulle part. Et donc il y a une forme d'interactivité aussi dans le choix. Donc tout est en train de s'orienter dans cette direction. Et par contre, j'ai eu une critique de certains économistes. J'ai une critique d'un économiste de Columbia, avec qui je vais un peu travailler, je pense, qui me dit, non, aujourd'hui, la productivité, et c'est aussi la critique qui est faite dans l'alternative économique, donc je comprends pourquoi je n'ai pas eu de recension dans l'alternative économique, c'est la critique du revenu d'existence qui est faite par ces gens-là aussi, c'est que, en fait, la productivité ne s'accroît pas aujourd'hui. La productivité ne s'accroît pas, et justement, et il faut distinguer une productivité qui s'accroît dans un domaine qui est celui de l'industrie, avec à côté une productivité qui ne s'accroît pas dans le domaine des services, etc. Alors moi, ce que je voudrais dire, la réponse que j'ai à faire à ça, c'est ce que j'essaye de montrer, moi, c'est pas que la productivité va s'accroître encore, parce qu'effectivement, c'est comme la miniaturisation. Au bout d'un moment, on arrive à un niveau limite. C'est comme le principe, la loi de Moore. La loi de Moore, en fait, elle atteint des limites, ne serait-ce que parce qu'au bout d'un moment, quand on a concentré l'information de façon miniature, on ne peut pas en concentrer plus. Donc il faut trouver d'autres modalités. Donc évidemment, ça devient asymptotique et c'est plus une courbe. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas le sujet. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la productivité, quel que soit son niveau, qui atteint quand même un niveau relativement important aujourd'hui, en tout cas suffisamment pour pouvoir nourrir tout le monde dans les sociétés industrielles avancées, avec de moins en moins de travail humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette productivité, elle décroche par rapport au travail humain nécessaire. C'est autre chose de dire ça. Ça veut dire que oui, les machines maintenant, à un certain niveau, leur productivité, eh bien, elle a fini par se stabiliser, comme quand on arrive à un plateau. Mais l'événement majeur, ce n'est pas que la productivité soit limitée, et alors c'est ce qui sert comme argument pour dire donc le revenu d'existence il ne faut pas, donc tout ça c'est du fantasme, on n'arrive pas, c'est pas du fantasme. La réalité c'est que les machines prennent de plus en plus de parts de marché en termes de travail effectif. Maintenant, que leur productivité soit arrivée à un certain optimum, c'est un autre sujet. Et c'est vrai, mais ça n'a pas de lien finalement directement. C'est ça que je voudrais... donc je vais discuter de ça avec lui. Et puis il y a une deuxième critique qui m'a été faite par quelqu'un que j'ai rencontré aussi à New York. Il y a énormément de Français à New York, qui est Guy Sormand,
qui est un libéral qui avait écrit beaucoup de bouquins dans les années, un type de droite, hein, qui était dans les milieux libertarien de droite, etc. Mais quand même intéressant, c'est quelqu'un qui lit beaucoup et avec qui on veut vraiment discuter. Donc il a lu le livre, il a et lui me dit, oui, mais l'économie collaborative, ça représente 0,3% maximum, ça représente ça en termes de milliards. Et à ce à quoi je lui ai répondu immédiatement, mais ça c'est parce que je suis hypocondriaque, hein, donc ça me donne immédiatement des arguments qui sont liés à mes propres névroses. Je lui ai dit, vous savez, parmi les tumeurs les plus dangereuses, parfois ce sont les plus petites, parce qu'elles sont infiltrantes, justement. Donc une tumeur qui est minuscule, qui représente 0,1% de la totalité de l'organisme, n'empêche qu'elle a raison de l'organisme en 1 mois et demi. Parce qu'en 1 mois et demi, elle est partout. Donc ça veut dire quoi quand je dis ça? Je veux dire, c'est pas une question négative ou positive. Non, c'est pas du tout un argument comme ça pour rhétorique. C'est que ce qui compte, c'est de voir qu'il y a une tendance. Mais attendez, je donne, non, vous savez pas, non, métaphore pour métaphore, c'est pas ça. C'est que je dis que on ne peut pas dire que c'est parce que c'est ce que ça représente aujourd'hui que ce n'est pas en train d'infiltrer l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la tendance. Et on voit bien que tendanciellement, il y a une évolution des habitudes de vie qui ne peut pas être mesurée de façon quantitative. Et puis j'ai eu une autre remarque, finalement, de quelqu'un qui voulait défendre ma position et qui m'a donné un autre argument que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire, et est-ce qu'on est vraiment capable aujourd'hui de mesurer la réalité de l'économie collaborative? Parce que est-ce que nos instruments ne sont pas des instruments qui sont nos instruments de mesure, produit intérieur brut, etc., qui sont des instruments formatés pour mesurer quantitativement l'économie, financièrement l'économie, du coup, dans un système qui est le système capitaliste? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème majeur, un des problèmes majeurs dans notre... C'est-à-dire qu'on n'est plus capable, compte tenu de nos mesures économiques, de nos grands instruments de mesure économique, de mesurer ce que peut être le véritable impact de l'économie collaborative, parce qu'il y a l'impact direct, mais il y a l'impact indirect. En tout cas, pour moi, l'argument principal... Alors oui, évidemment, ce que j'ai trouvé, comme je suis hypocondriaque, j'ai trouvé la version négative de l'infiltration à partir de quelque chose qui est infime, mais qui en fait, même en étant infime, on le regarde au scanner, ça représente rien, et pourtant, c'est ça qui va avoir raison de l'ensemble de l'organisme dans quelques mois. Eh bien, moi je pense que l'économie collaborative, c'est la même chose, mais en positif. C'est-à-dire que l'économie du partage, c'est ce que j'appelle ce mode de production interactif, il est en germe. Et la caractéristique d'un germe, c'est que c'est presque invisible. C'est que ça représente presque rien quantitativement. Donc l'argument de Guillermand, ce que je lui dis, mais ça veut rien dire. C'est que tendanciellement, il faut voir ce que c'est en train de faire. C'est-à-dire que tous les jours, il y a de nouvelles pratiques qui sont liées à ça. Tous les jours, la plupart des startups, elles sont liées à ça. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a monté une start-up, une petite start-up, c'est bourré de start-up dans ce pays. Ils font des start-up. Voilà. Une start-up de méditation interactive sur Internet, où ils ont collaboré avec un site, ils ont monté ce site avec un site pédagogique, de pédagogie interactive, de méditation, avec Mathieu Ricard. Ils ont travaillé avec lui pendant 2 mois et ils ont monté ce site. Mais eux, ils veulent faire du fric avec ça. Et apparemment, je crois que ça fait 3 semaines que c'est en service et déjà c'est en train de... Ça fonctionne très bien. Et là, pareil, je veux dire, même quelque chose comme la méditation, où il y a une relation interindividuelle du gourou au disciple, etc. Bon, mais par Internet, il y a une nouvelle façon d'envisager les choses. C'est en train de transformer entièrement notre rapport, même ce que j'appelle le mode de production interactive. C'est un mode de production interactive des connaissances, des expériences, et un mode de production interactive des compétences aussi. Et ça, est-ce que c'est mesurable ? Rien n'est moins sûr, mais c'est en tout cas en train d'emporter, me semble-t-il, l'ensemble de la société, peut-être à partir d'un germe qui est infime, mais qui est en train de se déployer à grande vitesse. Est-ce que dans ta vie privée, tu vois ça? Moi, je le vois, oui, dans ma vie privée.
Ouais, tous les jours, ouais. Mais est-ce que ça peut créer de l'autonomie matérielle en capitalisme? Est-ce qu'on peut subvenir à nos besoins par ce biais-là, ou est-ce qu'on est... Alors ça, c'est tout l'objet de mon bouquin. Donc je vous renvoie à mon bouquin, puisque c'est justement la condition de l'homme post-industriel. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout système qui se transforme sur le fond, c'est-à-dire concrètement, a besoin d'un accompagnement politique et juridique. Sinon, ça ne marche pas. Je donnais un exemple simple. La révolution industrielle, ce n'est pas seulement une révolution économique, technique. À la base, il y a une transformation technique. Clairement. Il y a une nouvelle division du travail, il y a la machine à vapeur, surtout l'éclairage des rues, je vous avais dit, avec Priestley, Lavoisier, la chimie, la nouvelle chimie, qui permet en éclairant les rues d'allonger la journée de travail. Enfin, il y a des conditions techniques. Il y a le métier à tisser, c'est une des premières luttes d'ailleurs sociales contre les métiers à tisser à Lyon. Bon voilà, il y a des conditions. Mais ces conditions-là, ce sont que des conditions basiques. S'il n'y avait pas eu une transformation du système juridique, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle. C'est simple. Pourquoi? Je vous donne un exemple qui est simple et qui est un exemple de base. C'est la création des personnalités morales. La personne morale, c'est-à-dire la création des sociétés anonymes. C'était pas possible qu'il y ait une révolution industrielle s'il n'y avait pas eu ça. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un principe qui était en même temps un principe qu'on ne pouvait pas abandonner, qui est un principe fondamental, qui est lié à la modernité et au XVIIIe siècle, c'est l'idée de l'unité du patrimoine, qui est le cœur du Code civil. Donc c'était impossible d'abandonner ça. Puisque l'idée d'unité du patrimoine, c'est l'idée que chaque individu est responsable sur l'ensemble de son patrimoine, de ses actions. Ça, c'est au cœur de la logique du contrat, du coup de l'engagement, et donc c'est au cœur de la logique de 1789, puisqu'on reconnaît la subjectivité des individus, mais la subjectivité des individus, ça veut dire que s'ils s'engagent, ils doivent s'engager entièrement, et donc ça doit avoir un impact, ce ne sont plus des sujets comme les sujets du roi, donc ça veut dire qu'ils doivent être en capacité d'exprimer leur volonté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des exceptions. Lorsqu'on parle des enfants, on dit qu'ils sont incapables d'exprimer leur volonté, ça veut juste dire qu'on veut les protéger en ne reconnaissant pas qu'ils ont une subjectivité complète. Du coup, leur signature ne les engage pas. Mais c'est lié, tout ça, c'est lié à des principes juridiques très forts. Sauf que si on en était resté à cette logique-là, cette idée d'unité du patrimoine qui est liée à l'engagement, donc à la responsabilité, donc à la subjectivité, donc à Emmanuel Kant, donc à toute la philosophie du XVIIIe siècle, si on en était resté à ça, et c'est quand même nécessaire pour valider la subjectivité individuelle, qui est le cœur de la modernité, on n'aurait pas pu avoir la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que les gens, on avait besoin d'investissements massifs. Et donc, un investissement dans une entreprise, si vous investissez dans cette entreprise, vous investissez multitude d'investisseurs pour une entreprise. D'accord? Si cette entreprise coule, vous êtes responsable sur l'ensemble de votre patrimoine au regard du Code civil, du point de vue du principe de l'unité du patrimoine. Donc, les gens ne veulent pas investir. Parce qu'ils vont investir dans une entreprise qu'ils ne contrôlent pas parce qu'ils sont minoritaires dans le contrôle de l'entreprise, mais en revanche, si ça se plante, ils sont responsables sur l'ensemble de leur patrimoine. Résultat, ça bloque l'investissement, pas de révolution industrielle. Invention de la personne morale. Et la personne morale, pourquoi on nomme cette idée de société anonyme? Pour dire ce sont des actions, obligations anonymes, et donc vous êtes responsable à hauteur de votre investissement, mais vous ne pouvez pas perdre plus. C'est-à-dire que vous avez mis 1000 € d'action, vous perdez l'action en question, mais on ne peut pas vous prendre votre maison pour ça. Si on avait continué sur l'unité du patrimoine, donc c'est pour ça qu'on a créé le droit des sociétés. Sans droit des sociétés, qui est essentiellement fondé, dont la base, c'est l'idée qu'il y a des personnes morales, et où on maintient la fiction de la liberté individuelle en maintenant la logique du Code civil, mais en disant que finalement c'est quand même une personne, c'est comme une sorte de subjectivité collective. Donc on crée une fiction juridique pour maintenir les deux, pour maintenir en même temps l'idée de liberté, expression de la volonté, etc., Code civil, Révolution française, parce qu'on en a besoin, et en même temps on crée une logique de personne morale parce qu'il faut accompagner la révolution industrielle. Il faut qu'il puisse y avoir. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Investissement massif. Investissement massif avec un risque limité lié à cette fiction de la personne morale. Bon, bien, aujourd'hui, moi, ce que je prétends, mais je ne peux pas le répéter parce que j'ai fait des séminaires entiers sur le sujet, vous les avez d'ailleurs sur Internet, je pense. Je pense que le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on est passé à une autre réalité matérielle, économique,
Mais on n'a pas fait la transformation juridique qui est susceptible de l'accompagner et de lui donner toute sa puissance. Maintenant, effectivement, le problème, et ça a toujours été le problème, mais il faut le problème de cette nouvelle technoscience et de son impact, non seulement du point de vue économique, mais du point de vue psychologique, sur la vie des gens, etc., c'est que c'est une nouvelle puissance. Mais qui dit nouvelle puissance aussi pour contrôler les gens. Évidemment. Mais c'est comme quand on est passé du paléolithique au néolithique. Au néolithique, on s'est trouvé dans une situation objectivement plus avantageuse, passer d'une société de chasseurs-cueilleurs à une économie qui n'est plus une économie de pure subsistance, de pure survie, à l'agriculture, l'élevage, le développement de nouvelles formes, et donc un accroissement de richesse, avec des formes certes de rareté, mais en même temps avec des biens relatifs à ce que j'appelle le confort objectif qui se déployait de plus en plus, etc. Ça s'est traduit dans les premiers temps par l'invention de l'esclavage, par une concentration inédite du pouvoir, par effectivement, progressivement, des grands empires et des grandes civilisations, qui sont traduits aussi par comment on appelle ça, des massacres comme on n'avait jamais connus jusque-là. Mais pourquoi? Parce que qui dit nouvelle puissance entre les mains d'individus mal intentionnés, ça fait quelque chose de plus horrible que ce qu'on a pu connaître avant. Qui dit nouvelle. Ça ne veut pas dire que c'est négatif en soi. Donc aujourd'hui, on a la même chose, mais pratiquement tous les ouvrages qui s'écrivent, c'est la technologie va nous prendre nos emplois, la technologie va nous contrôler, c'est Google qui va... Mais bien sûr, si c'est entre les mains de certains individus, cette nouvelle puissance, puisque c'est plus puissant, c'est plus désastreux. Mais le problème, ce n'est pas les machines, c'est les humains. Et donc, comment on fait pour contrôler les humains? La politique. Le politique, ça sert à ça. Alors quand nos politiques passent leur temps à se battre sur des sujets absolument délirants, du genre on voudrait maintenir le plein emploi, alors que 1, c'est pas possible, 2, c'est pas désirable et ça ne signifie rien, qu'ils sont en train de se battre, qui est plus à gauche, plus à droite, la vraie droite, l'identité, le machin, etc., etc. Pendant ce temps, le monde, le pouvoir glisse sur Google. Il glisse ailleurs et il n'est pas contrôlé, il n'y a pas de gouvernance. Il ne s'agit pas de dire je suis à droite, je suis à gauche, je suis réactionnaire, je ne suis pas réactionnaire, etc. C'est juste que le pouvoir glisse ailleurs et qu'on ne le contrôle plus. Mais ce n'est pas parce que c'est négatif la technoscience, c'est pas parce que Internet c'est négatif, c'est pas parce que Internet ça nous donne pas... Internet c'est le potentiel de donner plus de moyens à plus de monde, de créer plus d'autonomie, plus générale. Comme au néolithique, c'était le moyen d'être plus riche, d'avoir plus de biens. Ça a fini par être le cas après des milliers d'années, dans les sociétés industrielles avancées. Aujourd'hui, ça serait bien qu'on n'attende pas des milliers d'années pour tirer les fruits de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une technoscience qui rend la productivité humaine, enlève une grande partie de sa signification à la productivité humaine, puisque la productivité physique humaine, ce n'est plus les humains qui la prennent en charge. Donc il ne faut pas commettre l'erreur, sous prétexte qu'on a des effets secondaires qui peuvent devenir des effets principaux parce qu'on ne sait pas gérer cette situation, il ne faut pas commettre l'erreur de dire les machines c'est horrible, Internet c'est horrible, c'est un monde froid, etc. Non, c'est un monde moins froid paradoxalement, parce que c'est un monde, je le dis dans le livre, où il peut y avoir une potentielle déproxénétisation de l'économie. C'est-à-dire c'est l'anéantissement progressif des intermédiaires qui prenaient tout le temps des commissions. On va du système bancaire remplacer progressivement, là encore, c'est encore faible, c'est très très faible du point de vue quantitatif. Mais du point de vue de la tendance, c'est bien vers cela que l'on va. C'est pas pour rien que la Caisse des dépôts et consignations a mis des gens, paye des gens aujourd'hui pour essayer de travailler sur le crowdfunding, savoir ce qui est en train de se passer. Parce qu'évidemment, avec Internet, on aura de moins en moins besoin d'intermédiaires. On aura de moins en moins besoin de publicité massive, puisque les gens évaluent sur Internet. Ils peuvent trouver qu'ils ont envie de trouver. Il y a le rapport aux mots-clés, le rapport à la nouvelle manière de constituer de la connaissance. Les gens qui, jadis, avaient accès à la culture, pas seulement à la culture au sens de l'éducation scientifique, au sens strict, mais à la culture au sens des modes de comportement, une manière d'être. Je veux dire, lisez Proust, c'était le boulevard Saint-Germain, et puis dès qu'on s'éloigne du boulevard Saint-Germain, ça y est, il y avait une sorte de prisme géographique, avec une inégalité monstrueuse. Aujourd'hui, il y a une délocalisation du rapport même à la culture, au sens même des types de comportements, grâce à Internet. Du moins, ça serait possible. Et c'est en partie possible.
C'est-à-dire que même les modes culturels, les manières d'être, les gens qui sont fashion, pas fashion, eh bien, ça se constitue aussi en clusters, en petits groupes, ou groupes globaux mais petits en même temps sur Internet. Mais tout ça, il faut arriver à le maîtriser. La question de la maîtrise, c'est la question de la diffusion de cette maîtrise, c'est la question de l'accès, il y a toute une série de choses, mais qui ne sont pas gérées aujourd'hui. On dit l'ubérisation, c'est horrible l'ubérisation. Mais ce qu'il y a de pire dans l'ubérisation, c'est quand on refuse d'accompagner, de gouverner le système. Donc on refuse de l'accepter. Si on refuse de l'accepter, on va avoir de toute façon l'évolution technique qui suit son cours, et donc des individus qui vont monter des entreprises sur l'ancien modèle capitaliste, et qui vont écraser les autres, justement parce qu'on n'accompagne pas le système et qu'on n'a pas compris qu'on en était sorti. C'est exactement ce qui se passait au néolithique. Oui. Je veux bien pour beaucoup de choses, beurre, Internet, etc. Mais je vois mal comment et dans quelle main ça pourrait être bien des technologies transhumanistes. Ça, parce que vous n'avez pas assisté au reste du séminaire, je pense, depuis 2 ans. Je pense que c'est une des raisons. Il peut y avoir une des raisons. Mais je pourrais expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, moi, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est bien qu'on ait un débat. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis la plupart des gens qui se croient originaux aujourd'hui disent c'est pas bien. Ils font comme Raymond Aron qui critiquait, je ne sais plus quel auteur qui avait écrit un livre en lui disant mais votre livre est très bien, mais vous avez il a un seul défaut, il est optimiste et ça ne marche jamais les livres optimistes. Les gens n'ont envie d'entendre que des choses eschatologiques, ils ont le sentiment que c'est plus intelligent, plus profond, plus puissant, plus machin. Alors qu'en fait c'est facile de dire la technoscience, et puis d'employer des grands mots, de faire son petit Gunther Anders, sa petite Hannah Arendt, Gunther Anders, médaille de guerre avec des grandes phrases sur l'horreur, mais sauf que oui, bon d'accord, évidemment, il y a des risques énormes. Alors entre les mains de qui? Le transhumanisme, c'est ni horrible ni pas horrible. D'abord, dans le transhumanisme, je disais, mon cours s'est ponctué pendant 2 ans en équilibre sur parfois en déséquilibre, sur deux points, c'est le plausible et le désirable. D'abord, il faut pas se tromper sur ce qui est plausible. Parfois, on se trompe sur ce qui est plausible parce qu'on en fait trop ou on n'en fait pas assez. Parfois, en France, on n'en fait pas assez. On croit que c'est pas plausible sous prétexte que c'est en train d'émerger. Donc, on ne voit pas qu'en fait, ça va. Par exemple, je crois qu'on n'en fait pas assez en croyant que tous les emplois qui sont liés de l'accompagnement à la personne et au service, ça va, ils sont protégés. C'est des emplois qui seront tout le temps faits par les humains. Je n'y crois absolument pas, ça, par exemple. Je pense que c'est tout à fait plausible. Est-ce que c'est désirable? Moi, je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas désirable. La question entre les mains de... Il y a dans le transhumanisme quelque chose qui n'est pas vu d'habitude, c'est un constat. C'est-à-dire, il y a un constat du fait que notre espèce, qu'on le veuille ou non, est en train de changer. Jusqu'à quel point elle est en train de changer? Jusqu'à quel niveau de radicalité elle est en train de changer? C'est ça la vraie question. Mais de toute façon, elle est en train de changer. Je veux dire, ce qui se fait une espèce, c'est la reproduction, le mode de reproduction. Donc la sexualité, vous croyez que la sexualité, elle n'a pas changé, ne serait-ce qu'avec la pilule? En termes d'espèce, en termes même de sélection de l'espèce, du rapport à ce que c'est la manière de se reproduire. Il y a des raisons sociales, économiques, etc., mais ça fait quelque chose du point de vue à l'espèce elle-même. Ça transforme le sens de ce qu'est une espèce au sens de l'espèce vivante. Donc, ce que font les transhumanistes à la base, c'est de dire, voilà, il est en train de se passer des choses, de ce point de vue-là. Ensuite, on va avoir une discussion sur le clonage. Est-ce que le clonage reproductif est désirable? Est-ce que le clonage reproductif n'est pas désirable? C'est à réfléchir, mais moi je pense que quand on réfléchit à ce sujet, par exemple de la question du clonage, prenons un exemple, il faut le faire complètement, justement. Il ne faut pas, comme disait monsieur, que ce soit anecdotique. Il faut y aller jusqu'au bout. Donc il ne faut pas dire ah, le clonage, c'est monstrueux, parce qu'on serait tous les mêmes, etc. Il faut comprendre que le clonage, ça peut devenir un nouveau mode de reproduction. On ne voit pas pourquoi. A priori, on serait contre un nouveau mode de reproduction. Alors après, on peut mettre les arguments. On peut dire, alors, premier argument, on va dire, le problème du clonage reproductif, c'est qu'on serait tous les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui disent, mais ça, c'est un argument fallacieux, parce qu'à ce moment-là, à mon sens, parce qu'on prend l'argument un par un. On ne fait pas après cette espèce de mélange, justement, en disant, on serait tous les mêmes, et puis ce serait horrible, la marchandisation. Non, c'est pas la marchandisation. Parce qu'on mélange clonage reproductif et clonage thérapeutique. Clonage thérapeutique, pour moi, pose plus de problèmes, justement. Je vous dis, j'étais à une conférence avec des médecins, et où c'était l'ancien ministre de la Santé qui avait organisé cette conférence, Jean-François Mattei, il y a très longtemps.
Et il disait, on va évacuer la question du clonage reproductif, parce que tout le monde est contre, à l'Assemblée nationale, pour la loi bioéthique, ils ont tous voté contre. Et par contre, on va discuter que du clonage thérapeutique, on est plus ou moins, etc. Je dis, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que moi, le clonage reproductif, c'est-à-dire vraiment le clonage reproductif, ne me pose aucun problème a priori. Ça ne veut pas dire qu'il ne me pose pas des problèmes ensuite si on réfléchit point par point à ce que ça fait. Mais a priori, pour moi, juste un nouveau mode de reproduction. Alors que le clonage thérapeutique, c'est le contraire. Lui, il me pose un problème a priori. Après, on peut peut-être arriver a posteriori à faire des choses. Mais a priori, il me pose un problème. Pourquoi ? Parce que c'est créer du vivant qui a un statut différent. Le clonage thérapeutique. Donc, où on va faire, par exemple, construire du vivant pour un autre vivant, pour m'améliorer moi, ou pour me changer mon bras, ou pour m'aider, etc. Et donc, du coup, quel est ce statut de ce vivant ? Même si c'est qu'un foie, même si c'est que je suis en train de faire pousser à côté, thérapeutiquement. Là, ça pose un vrai problème de statut. Et donc là, oui, de marchandisation. Par contre, le clonage reproductif, si je décide que c'est le clonage qui est le nouveau mode de reproduction dans notre société, dans la société humaine, et que je donne un statut qui est un statut d'individu plein et entier, ça ne pose pas de problème a priori. Alors, a posteriori, on va dire, question, on est tous les mêmes. Mais la question d'on est tous les mêmes, alors il faut interdire les jumeaux. Parce que le principe du clonage, c'est comme des vrais jumeaux. Mais les vrais jumeaux, nous, on ne les reconnaît pas parce qu'on est extérieur, du point de vue cognitif. Comme du point de vue cognitif, je le disais souvent, lointain, on va avoir le sentiment, quand on est européen, que les Chinois se ressemblent tous, quand on n'a pas l'habitude, mais si on vit en Chine, au bout de quelques mois, on va reconnaître les différences, et après les moindres petites différences vont paraître des différences très importantes, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau, cognitivement. Donc c'est pour ça que les jumeaux, eux, ils se reconnaissent et ils ont énormément de différences entre eux. Pour eux-mêmes. Et même leurs parents reconnaissent des différences. Ça veut dire que les différenciations, elles s'effectuent sur des marges qui peuvent être des marges extrêmement faibles. De l'extérieur des extraterrestres, nous verrez comme étant quasiment pareil, alors que nous, on arrive à accorder des différences énormes à ce qui de l'extérieur serait perçu comme suffisamment faible, et à accorder des différences tellement énormes qu'on finit par en être raciste. Donc avec des formes d'exclusion qui sont des exclusions cognitives au départ, alors que les différences sont mais infimes. Alors on vous dit, mais non, elles ne sont pas infimes, en fait, c'est un effet cognitif, le fait de voir les différences, et même en termes de couleur, de coloration, etc. C'est-à-dire que si vous êtes on en avait parlé dans ce cours, si vous êtes un hibou, vous allez voir des reliefs, des différenciations, qui sont en fait infimes pour nous, qu'on ne percevrait pas, et qui pour eux sont des différenciations énormes pour les hiboux. Et en sens inverse, il y a toute une série de choses. Un hibou en plein jour, il ne verrait rien de différence que nous voyons. Parce que c'est que des questions de fréquence, d'excitabilité de la rétine, etc. Donc de préhension, pour parler comme Whitehead. Donc ça veut dire que déjà, l'argument de ça serait la même chose, c'est un argument qui ne tient pas lorsqu'on approfondit. Donc il faut trouver autre chose. Alors je dis oui, mais l'identité, c'est une question de l'identité. Alors approfondissons la question de l'identité humaine. Mais moi j'aime qu'on aille au bout. Et quand on approfondit la question de l'identité humaine, à la fin, on se dit oui, mais ça ne serait pas pareil qu'avant, on ne serait pas pareil. Non, ça ne serait pas pareil qu'avant, c'est sûr. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Ça ne serait pas pareil. Ça ne serait pas pareil, mais on serait identique au sens de... Alors là, on a, de façon sous-jacente, une idéologie religieuse qui ne veut pas dire son droit. Parce qu'en réalité, c'est la question de l'âme. Parce qu'en réalité, ce que ne veulent pas dire, et on le lit, moi j'avais fait une critique de la première loi bioéthique, la deuxième loi bioéthique, dans la structure même des phrases, où on voyait qu'il y avait une manière de parler de l'identité, qui était l'euphémisation d'un autre mot, qui est le mot on n'aura plus d'âme, en fait. C'est-à-dire que si c'est par division qu'on se reproduit, alors qu'il y a toute une série d'animaux aussi qui se reproduisent par division, ça n'a pas tout le temps été la parturition, qui est le mode de reproduction humain actuel, la parturition. Si on le fait par division, c'est comme si il y avait une dilution de l'identité, on pourrait dire une dilution de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a une âme et on se divise, et donc du coup on n'a plus d'âme, on n'a plus d'individualité, plus de singularité. Mais ça c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que si c'est la question de la singularité, c'est faux, puisque le seul fait d'être posé à deux endroits différents fait que immédiatement votre situation dans le monde vous singularise. C'est-à-dire que la situation n'est pas seulement une question géographique. La situation, c'est l'ensemble des interconnexions, l'ensemble de la place même que vous avez dans l'univers. Je veux dire, le soleil ne va pas se refléter de la même manière sur vous si vous êtes à 1 mm. Et si vous êtes à 1 mm, ça veut dire qu'immédiatement, vous avez un point de vue sur le monde qui est différent. Pour ça, vous lisez Leibniz, c'est ce qu'il explique quand il parle de monade.
Et c'est lui d'ailleurs qui a parlé de l'identité des indiscernables, le fameux principe leibnizien de l'identité des indiscernables. Qui veut dire que de toute façon, deux choses ne peuvent pas être les mêmes, ne serait-ce que si elles étaient les mêmes, elles seraient confondues. Donc le seul fait qu'elles aient une position différente dans l'espace-temps, on pourrait dire, c'est que déjà, elles sont différentes et elles sont sur le point de se différencier encore plus le fait d'être posées à différents endroits. La question de l'uniformisation, c'est juste une question cognitive de ne pas percevoir les détails de ce qui différencie. Mais deux choses ne peuvent pas être les mêmes. Jamais. Donc en toute hypothèse, ensuite, c'est qu'une question de perception, des reliefs, d'interaction. Ce n'est que ça. Et du point de vue plus profond, c'est la peur de perte de l'âme, c'est-à-dire de ce qu'on se représente comme étant une singularité. Ce à quoi je pourrais répondre, je peux répondre à ceux qui ont peur de ça. Je pourrais répondre en termes chrétiens, si je voulais faire un peu Jésus, je dirais, vous êtes vraiment des hommes de peu de foi. Parce que, finalement, vous accordez à l'identité une réalité uniquement matérielle. C'est ce que j'ai appelé, dans certains de mes petits travaux, le fétichisme morphologique, typique de la bioéthique actuelle. C'est-à-dire que la bioéthique actuelle, elle fonctionne de façon schizoïde. C'est-à-dire que, d'un côté, elle cherche à dire nous on est humaniste, donc on veut donner une singularité, une spécificité à l'humain, mais en même temps les mêmes personnes se veulent matérialistes, et donc comme ils se veulent matérialistes, ils sont dans une sorte de fétichisme matérialiste au sens où fétichisme de la matière, du corps, de la corporité, de la chair, comme si, morphologique, de la morphologie, comme si la seule chose qui pouvait garantir l'individualité, c'était la forme physique. Ce qui va finir par nous conduire, à mon sens, à des inepties, consistant à dire, s'il y a une transformation de la forme humaine, par exemple, justement, puisqu'on parle de transhumanisme, on en arrive à votre question, par hybridation en machine, ça serait horrible parce que ça serait plus humain. Ce à quoi les transhumanistes répondent de façon... Et ça, je trouve la réponse intéressante. On pourrait résumer la réponse transhumaniste, et alors ? Ouais, ça sera plus humain, si vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus humain, c'est plus humain, d'accord. Et alors ? Vous trouvez que c'est si génial que ça, l'humain ? Donc il y a un fétichisme aussi, et un culte morphologique de la forme de l'humain, tel qu'il est aujourd'hui, comme si c'était l'aboutissement, et comme si c'était une essence en elle-même, qu'on voulait stabiliser. C'est pas cohérent par rapport à ce qu'est une espèce, puisque l'espèce évolue, mais donc on voudrait donner le sentiment que c'est maintenant, que c'est parfait, que ça ne peut plus être modifié. 2, c'est un réflexe en fait religieux sous prétexte de rationalité scientifique, parce que c'est faire référence implicitement aux grands textes religieux qui eux-mêmes font référence à l'idée que l'homme est à l'image de Dieu, et que donc quelque part, la forme physique telle qu'elle existe aujourd'hui, elle valide un modèle qui est un modèle divin, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'implicitement, ceux qui sont les plus rationnels, les plus humanistes, les plus critiques, soi-disant, dans les lois biotiques, en réalité, ils ont des réflexes, en réalité, d'intégristes. D'intégristes au sens religieux du terme. C'est pour ça que j'en suis même arrivé à dire que, dans un petit article, je l'avais dit déjà dans ce séminaire, que quelque part, la bioéthique actuelle est tendanciellement nazie. Ah ben oui, il ne faut pas venir dans ce séminaire pour entendre des trucs cool. Vous parlez tout le temps sous l'angle de la reproduction. Vous voyez bien, ne parlez jamais sous l'angle de la naissance. Parce que, ok, ce que vous dites, c'est raison en partie, mais quand même, on a besoin d'une généalogie. C'est un mot que vous n'avez pas du tout. C'est pas que l'histoire du présent. Désolé, mais lorsque l'enfant paraît, c'est pas que du présent. C'est une généalogie, c'est mon histoire qui n'appartient qu'à moi. C'est l'histoire improbable de mon père et ma mère. Qui m'ont pas voulu. Improbable. Donc, oui, bien sûr, mais vous, oui, mais je sais pas, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, vous avez raison, quand on prend le pur présentisme, bien sûr que lorsqu'un enfant arrive, quelle que soit la manière dont il arrive, bref, il est là, puis ce serait, pour le coup, il faut le prendre en charge, et voilà, mais vous savez très bien qu'on est l'objet de récit, qu'on est au cœur de récit. Ah ben ça c'est quelque chose, j'ai fait une partie de mon cours là-dessus. C'est pas l'aîné de récit, monsieur, je dirais, naître par clonage, c'est pas le même récit que de naître de son père et de sa mère. Ben je ne sais pas, c'est un autre récit. Ben non, mais je ne sais pas ça. Ça, c'est ça, non mais... Mais justement, moi je me bats contre ça. Je veux dire, je me bats contre la vision, justement, en quelque sorte naturelle, qui est la vôtre, mais qui est partagée par l'écrasante majorité des gens qui parlent de transhumanisme, qui parlent même de technosciences aujourd'hui, qui disent,
on va plus pouvoir se raconter comme on se racontait avant. Ben non, on se racontera pas comme on se racontait avant, mais je vois pas pourquoi on raconterait pas autre chose. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de nouveaux récits qui se recomposeraient. Ça a toujours été ça dans l'histoire. C'est-à-dire que on est toujours dans un rapport, par exemple, même quand il y avait... il faut aller lire les articles lorsqu'il y a eu la machine à vapeur, avec les trains, etc. Tout ce qui a été écrit comme c'était l'horreur de l'horreur, il n'y aurait plus rien de possible, se déplacer comme ça, c'est pas naturel, mais rien n'est naturel. De toute façon, rien n'est naturel. Ça n'existe pas, ou alors tout est naturel. De toute façon, l'artificiel, c'est que du naturel complexifié par la culture humaine. Donc je vois pas je vois pas le problème a priori. Moi, je ne vois que des problèmes a posteriori. Pourquoi je disais que c'est potentiellement nazi? Parce que c'est exactement l'erreur que font les nazis. Les nazis, ils disent qu'ils sont eugénistes. Mais ils ne sont pas eugénistes, puisque leur politique, c'est une politique de vengeance contre une minorité qu'ils trouvaient trop efficace, les juifs. C'est-à-dire contre laquelle ils étaient jaloux. Mais si, et quand on lit le discours nazi, c'est les banquiers, apatrides, cosmopolites qui étaient plus riches. Comment? Ils les traitaient de parasites et ils considéraient qu'ils étaient improductifs. Non mais vous écoutez ce que je dis? L'idéologie officielle, évidemment, puisque le but, c'était de montrer le but. C'est arrivé quand? C'est arrivé après la crise de 29 qui a touché les États-Unis, mais qui a touché aussi, dans les années 30, l'ensemble des pays de l'Europe, donc toutes les sociétés industrielles, mais qui a touché encore plus symboliquement l'Allemagne. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait en même temps ce qu'on a appelé en 14-18 le traité de Versailles, et le traité de Versailles qui a amputé l'Allemagne d'une partie de ses territoires et qui l'a doublement humiliée, alors qu'elle avait déjà été humiliée par les conquêtes napoléoniennes, et qu'il y avait eu, et ça je dis ça passe au hasard, parce que si vous lisez Fichte, Discours à la nation allemande, qui était écrite pendant l'entrée des troupes napoléoniennes à Berlin, vous avez la répétition de ce que va devenir le nazisme, où il explique qu'on ne peut pas être philosophe, par exemple, si on ne parle pas allemand, avec cette espèce de romantisme, qui est déjà une réaction à un sentiment d'effondrement, d'écrasement, éprouvé par ce peuple qui va se constituer artificiellement, justement, comme étant un peuple unifié, alors que la caractéristique de ces zones germaniques, c'est que d'un côté il y a les Prussiens, de l'autre côté il y a ceci, il y a cela, et il n'y a pas d'unité, même pas d'unité linguistique, etc., et qui sont en gros écrasés par tout le monde. Je vous donne un exemple, il faut replacer les choses dans leur contexte. Il suffit que vous lisiez Tolstoï, Guerre et paix, et vous verrez à un moment donné, lorsque Napoléon entre dans Berlin, il y a un conseiller du tsar qui court pour voir le tsar dans Guerre et paix, et qui lui dit Napoléon est entré dans Berlin, c'est la folie, il se rapproche de la Russie, etc. Et le tsar se met à rire et dit mais qui n'est pas entré dans Berlin? Je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, ce que nous représentons comme l'Allemagne, peuple guerrier, c'était au contraire un espace pas du tout unifié qui était écrasé un peu par tout le monde à tout moment, qui ne représentait pas une force majeure. Et donc, même dans Mein Kampf, vous avez des passages qui sont aussi, anti-français qu'anti-juifs. C'est pour ça que Hitler a toujours refusé que Mein Kampf soit traduit pendant l'occupation, et qu'il y avait l'idée de la France libre pour maintenir la collaboration avec le Sud, avec la France libre. Tout ça, je dis ça pourquoi? Parce que l'idée de dire c'est des parasites, il faut pas, évidemment, ils disaient c'est des parasites pour dire c'est des êtres inférieurs, etc. C'est l'idéologie, justement. C'est pareil ce qu'on fait avec la bioéthique aujourd'hui. Mais l'idéologie, elle masque, et là Marx l'a bien compris, elle masque la réalité de désir profond qu'il faut regarder dans le concret. Quand on regarde, on fait une analyse de contenu des discours, on regarde ce qui est reproché aux Juifs. Être parasite, ça voulait dire qu'on est dans une période, années 30, où les Allemands qui se voulaient être des Allemands de souche n'arrivaient plus à gagner suffisamment d'argent avec une inflation galopante pour pouvoir acheter leur repas, étaient exclus, il y avait une montée de l'exclusion, une envie de sécurité sociale. D'ailleurs, c'est Hitler qui a inventé la sécurité sociale en Allemagne, et c'est une partie de son programme. Il voulait défendre les travailleurs. Le parti nazi national, socialiste des travailleurs allemands. Donc il voulait cette espèce de protectionnisme, et donc de protectionnisme de gens qui se sentent faibles. C'est comme ça quand on a un problème d'identité, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France.
parce qu'on se sent fragile. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ces gens-là sont des parasites. Mais c'est bizarre, c'est des parasites, mais ce qu'on leur reproche, c'est d'être banquier. C'est d'être dans l'art, c'est d'avoir des milliards, c'est d'être la famille Rothschild. C'est ça qui était reproché, en réalité. C'était d'être des parasites? Non, c'était de réussir mieux. Donc d'être plus efficace du point de vue évolutif, du point de vue sélectif, si on va jusqu'au bout. Donc, ça fonctionnait comment? Ça fonctionnait comme il n'y avait aucun moyen que ça se traduise dans l'efficacité réelle, puisque l'efficacité réelle, c'était justement une minorité qui marchait mieux que les autres. Concrètement, en gros. Et en tout cas, on avait cette représentation, où les nazis avaient cette représentation, et donc un désir de vengeance. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient sur des critères a priori. Quels étaient les critères a priori? Puisqu'il n'y avait aucun moyen de dire. Les scientifiques, c'était des juifs aussi. Il y avait une grande partie de juifs, ils disaient... Facile. La morphologie, c'était devenu du fétichisme morphologique, l'idéologie morphologique. Donc les idéologues allemands, c'est ce qu'ils faisaient. Ils disaient, on est inférieur, on est supérieur en fonction de la grandeur du nez, la couleur des yeux, etc. Donc, a priori, pas en fonction de l'efficacité réelle. En disant, c'est la question de la race pure. C'était justement le moyen qui avait été trouvé. Le moyen qui avait été trouvé, c'était de prétendre faire de l'eugénisme, mais en fait, c'était pas de l'eugénisme. Puisque la nature, elle fait de l'eugénisme, effectivement, naturellement. C'est-à-dire qu'elle sélectionne ceux qui ne peuvent pas survivre, ils survivront pas. Bon, voilà. C'est ça l'eugénisme, c'est rien de plus. On fait de l'eugénisme, le vivant fait de l'eugénisme comme M. Jourdain fait de la prose. C'est clair, c'est le principe même, la sélection. La seule chose, c'est que là, on prétendait faire de l'eugénisme pour justifier une sorte de naturalité blessée par des parasites qui se seraient inscrits là, comme ça, que seraient les juifs, alors qu'en réalité, c'est une manière de se venger contre ceux qu'on se représentait comme étant trop forts, donc c'était le sentiment d'impuissance. Ce qu'a très bien compris Nietzsche, d'ailleurs. Et qui a été mal compris justement ensuite, parce que c'est sa sœur qui était avec un nazi, qui a ensuite traduit, fait connaître les écrits Nietzsche. En réalité, on a redécouvert Nietzsche par la suite, on a bien vu que chez Nietzsche, la question de la force se distingue très clairement de la question de la violence. La violence nazie, c'est le syndrome de l'impuissance. Donc, c'est le rapport à la vengeance. C'est le ressentiment, c'est-à-dire tout ce que combat quelqu'un comme Nietzsche. Voilà. C'est le rapport au ressentiment. Donc, la seule manière de qualifier ceux qu'on veut éliminer, c'est de dire qu'on est supérieur, mais le dire a priori. Le dire pour des raisons qui ne sont pas effectives. C'est-à-dire, regardez, vous êtes écrasé, vous êtes un petit Allemand, vous êtes au chômage, vous êtes écrasé, mais en fait, parce que vous êtes blond, aux yeux bleus, grand, avec un nez comme ça, etc., vous êtes supérieur. Et donc le type se sent bien, même si en réalité, il est écrasé. Il se sent bien. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? On va prendre les richesses des Juifs qui sont des parasites parce qu'ils ne le méritent pas. Mais ils ne le méritent pas, mais il faut savoir. Si c'est de la sélection pure, ils sont... Donc, cette façon de sélectionner, soi-disant scientifique, au passage, qui est fort drôle, parce que les Indo-Européens, c'était l'idée d'être Indo-Européens, ils n'ont pas les yeux bleus. Donc, ce qui est en général... C'est les Indo-Européens, c'est les Indiens qui ont effectivement la peau relativement blanche, etc., mais qui sont plutôt bruns. Donc ça veut dire que le critère qui avait été construit, c'était très exactement ce à quoi ressemble la majorité des Allemands. Comme par hasard. Eh bien aujourd'hui, pourquoi je dis, c'est très bien parce que finalement votre scepticisme me pousse dans des retranchements qui me permettent de m'exprimer sur le sujet. C'est que, eh bien aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis que la bioéthique est anciennement nazie? Du point de vue structurel, bien sûr, parce que ça fait toujours un peu provocation de dire ça, mais du point de vue structurel, parce que, comme on n'arrive pas à dire, sur le fond, ce qui serait mal, ce qui poserait problème, par exemple dans l'hybridation homme-machine, etc., on va dire, c'est parce que c'est pas humain, et puis comme on n'arrive pas à dire ce qu'est l'humain, parce qu'on n'a jamais su exactement ce qu'était l'humain, puisque la caractéristique de l'humain, c'est justement de se raconter, et là je suis d'accord avec vous, c'est de se raconter, de créer de la narration. Et donc comment est-ce qu'il crée de la narration en se distinguant? Et d'abord en se distinguant de ce qu'il appelle les animaux, alors que lui-même est un être animé, donc un animal, mais il se dénomme, au sens où on se dénomme, quand on se dénomme pour se donner un nom, mais en se dénommant comme animal, pour dire je suis humain, donc pas un animal. Alors qu'un humain c'est une forme d'animal. Donc il se distingue, il se raconte. Donc quand on dit c'est pas humain, on se demande un peu ce qu'on veut dire par là, puisque s'il y avait des formes d'hybridation actuelles,
ça pourrait être au contraire la préservation d'une manière, la manière que, du grand rêve de l'humanité, c'était de se dénommer, mais alors de se dénommer complètement, c'est-à-dire d'être pas du tout animal. Alors là, pour le coup, il serait de moins en moins. Mais on va dire, ah non, mais on pourrait pas, comme disait monsieur, on pourrait plus se raconter, plus se mettre en scène, etc. À un certain niveau, je l'ai montré dans mon séminaire, c'est peut-être vrai, mais pas de la façon dont on l'imagine, je crois. Mais a priori, pourquoi est-ce que ça serait moins bien ou mieux de nouvelles évolutions génétiques, de nouvelles formes de sélection, si elles marchent mieux? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que ça serait moins bien ou mieux? Et en quoi ça serait mieux de les empêcher au nom du fait que notre morphologie actuelle, c'est a priori la meilleure morphologie. C'est-à-dire, c'est exactement ce que faisaient les nazis avec l'idée de l'arien. Sauf que nous, on l'étend à l'ensemble de l'humanité, à l'instant T1 dans lequel nous nous trouvons, en disant, c'est mieux ainsi. Moi, je ne vois pas pourquoi. Par ailleurs, pour ceux qui croient à une âme, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui croient à l'esprit, les bouddhistes qui croient à l'esprit, ou les chrétiens qui croient à l'âme et autres, ça ne change rien. Si sincèrement, c'est pour ça que je disais homme de peu de foi, si vous attribuez l'âme ou l'esprit à une morphologie, c'est votre problème. C'est-à-dire que si vous avez besoin, pour vous dire qu'il y a l'existence d'une âme singulière, de quelque chose qui est spirituel, d'une forme particulière entièrement composée d'atomes, c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que moi, en ce qui me concerne, je crois en l'esprit. Et je crois que l'esprit n'a pas besoin d'une morphologie quelle qu'elle soit, ou du moins il peut s'acclimater de toutes les morphologies possibles. Et que ça n'a pas d'effet majeur, finalement. L'idée que ce soit, qu'on soit machine, pas machine, etc., ça dépend. Soit on va jusqu'au bout, soit on s'arrête en chemin, soit on fait un peu des deux en même temps. C'est-à-dire qu'on veut en même temps pouvoir prétendre qu'on est humaniste, etc. En même temps, on veut être matérialiste, en même temps. Et puis chaque fois qu'on vous montre une contradiction, on vous dit non, arrête, tu exagères. Tu exagères, non, c'est horrible, et en même temps on est matérialiste. On dit non, mais d'accord, mais il faut aller jusqu'au bout de l'identité, qu'est-ce que c'est? Si c'est l'âme, si c'est pas l'âme. Donc, je pense que la bioéthique, dans ce sens-là, est tendanciellement nazie, mais son peuple arien, à elle, la bioéthique, c'est l'ensemble des humains tels qu'ils existent aujourd'hui, dont il faudrait structurer la morphologie ad vitam aeternam. Sous prétexte que, par exemple, on va avoir, ou on va dire d'autres choses, on va dire, voilà, si on ne se reproduit plus par la naissance, c'est-à-dire par la parturition, donc, mais par des formes de division, moi je ne suis pas pour, a priori, et je ne suis pas contre, a priori non plus. On ne pourrait plus raconter l'histoire, mais aussi on raconterait une autre histoire. Justement parce que l'être humain est narratif. Justement parce que l'être humain a besoin d'être narratif. Je vous disais, moi, dans mon cours, que la seule limite, pour moi, justement, c'était la rupture de ressemblance. C'est pas au contraire trop de ressemblance qui serait ce que certains considéraient comme étant le problème du clonage. C'est la rupture de ressemblance. C'est-à-dire que s'il y a hybridation homme-machine, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, et que cette hybridation, elle se spécialise de plus en plus en termes de fonction, d'activité, c'est-à-dire qu'un individu qui a envie de jouer de la batterie, il dit « Ah ben moi je ne veux pas une main humaine, c'est pas assez efficace pour jouer de la batterie, il y a des choses qui sont plus efficaces, ou pour courir, je veux un tibia en fibre de carbone, construit d'une certaine manière, vachement mieux, etc. C'est beaucoup plus efficace. À la fin, les humains vont moins se ressembler. Ils vont moins se ressembler parce qu'ils vont avoir un organisme qui va évoluer en fonction de préférences qui sont quand même assez arbitraires. Je veux être un bon tennisman, ou je veux faire ceci, ou je veux être plus grand, ou je veux être plus comme ça, plus ceci, etc. Et il est probable que s'il y a une rupture de ressemblance, effectivement, il y a de moins en moins la possibilité de se raconter ensemble, et donc de se désirer. Donc ça pose un problème d'érotisme, ça pose un problème de narcissisme, c'est-à-dire de se reconnaître dans l'autre, et ça pose un problème d'empathie. Puisque ce qui fait que je me préoccupe moins du cafard que du chien, c'est-à-dire que quand je marche sur un cafard, ça ne me fait pas tant que ça va me faire de façon théorique. Aujourd'hui, ceux qui se veulent vraiment de grands écolos, de façon théorique, ils vont dire « c'est horrible, cet animal de notre côté », en réalité, ça va, ils arriveront sans problème, la même personne arrivera sans problème à s'éclater en soirée le jour même. Vous voyez. Alors que quand c'est son chien, parce que son chien, il le regarde avec des yeux, qui sont ces yeux ? Pourquoi ? Ah, mais parce qu'il a des yeux, justement. Et c'est qui a des yeux ? Ah, ben moi aussi j'ai des yeux. Mais parce que c'est juste de l'identification. C'est-à-dire que j'identifie ma douleur à sa douleur, etc. etc. Donc il y a un rapport à la morphologie, à l'identification morphologique. Vous lisez
le bouquin de Kafka, comment ça s'appelle déjà? La métamorphose, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, leurs propres parents, ils savent que c'est leur enfant, mais ils ne le supportent plus. Ils n'ont qu'une envie, c'est de l'écraser. Qu'ils disparaissent, parce que c'est plus possible, ça va, bon, là, on sait que c'est lui, parce qu'il y a une sorte d'inertie de la forme qu'il avait jadis, donc je continue à le voir tel qu'il était, mais au bout d'un moment, je ne le supporte plus. Moi, je prétends, moi qui suis contre l'euthanasie, pour d'autres raisons, justement, mais je prétends, parce que je crois en l'esprit, justement. Et donc finalement, la modification des formes et même des capacités physiques objectives extérieures est souvent quelque chose qui est comment dire, c'est le regard de ceux qui sont à l'extérieur qui attribue à la perte de capacité une vraie perte, alors que si ça se trouve, elles peuvent se recomposer. Si l'être en question est aimé et apprécié, même admiré, même s'il a perdu tout ce que nous considérons comme des capacités géniales, parce que on peut aller au cinéma, descendre dans la mine, courir, faire une course de fond, alors qu'en réalité, c'est comme être dans un bocal de la même manière de faire ça, de monter, descendre, courir, faire un truc, je vais faire ça, etc. Et donc, moi je pense que le désir lié à l'esprit peut se recomposer dans n'importe quelle situation organique, quelle qu'elle soit. Donc c'est pour ça que je suis aussi contre l'euthanasie, je ne vois pas les raisons de vouloir s'imposer à l'extérieur, et que d'ailleurs, souvent, un certain nombre de cas où des individus demandent à mourir, on se rend compte qu'il y avait des conditions extérieures qui étaient liées au regard, un peu comme Kafka, et un peu comme la métamorphose de Kafka, qui était liée au regard des parents qui ne supportent plus de voir leur fils dans cet état, par exemple. Et donc le fils finit par le ressentir, et sa propre condition devient intolérable. J'avais donné l'exemple, je ne sais plus si c'est dans ce cours, où j'avais fait une conférence avec les avocats, l'avocat de Vincent Humbert, et moi je défendais, j'étais contre l'euthanasie à la base. Enfin, étymologiquement, je suis pour l'euthanasie, ça veut dire mort heureuse. Je ne suis pas contre, mais je suis contre l'euthanasie dans l'acception actuelle, pour deux raisons essentielles. Un, parce que je suis attaché à l'autonomie de la volonté. Or, si on dit qu'on autorise un individu qui est dans une situation limite, puisqu'en général c'est dans une situation limite, on l'autorise à se faire assister dans son suicide, parce que c'est ça en fait, donc on autorise à le tuer, en quelque sorte, par sa volonté, ça veut dire qu'on ne peut pas me le refuser à moi qui suis, théoriquement, même si je ne suis pas certain, en bonne santé. Puisque l'expression de la volonté en droit, la base du XVIIIe siècle de la subjectivité humaine, c'est qu'on va faire des exceptions en disant tel individu est incapable d'exprimer sa volonté, par exemple dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle, parce qu'il n'est pas en mesure de s'engager, justement parce qu'il est dans une situation limite. Soit qu'il est enfant, soit qu'il est fou, soit qu'il est tout ça. Et donc quelqu'un qui est malade, il est dans une situation tellement limite qu'on peut douter de sa capacité à exprimer sa volonté de façon claire, à la limite. Alors que quelqu'un qui est dans votre situation, la situation dans laquelle nous sommes, vous et moi, là, maintenant, on pourrait dire qu'il est plus capable d'exprimer sa volonté, y compris de dire je sais, je vis ma vie, je gagne assez bien ma vie, je ne suis pas malade, et j'ai d'autant plus le droit de demander à ce qu'on me suicide. Parce que vraiment, je trouve que c'est de la merde. Et finalement, je serai plus apte à le faire puisque je suis plus capable d'exprimer ma volonté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, c'est que du point de vue juridique, si vous autorisez la capacité d'exprimer sa volonté dans la situation limite, vous êtes obligé de l'autoriser dans toutes les autres situations parce que c'est plus légitime dans les autres situations. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est plus légitime, en état de parfaite santé, de demander à être assassiné. Puisque justement, je suis en parfaite santé et donc je suis capable d'exprimer mieux ma volonté sans être conditionné par mon état. Donc, si vous autorisez l'un et que vous n'autorisez pas l'autre, vous renversez l'ensemble de l'édifice juridique qui reconnaît la subjectivité humaine. C'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle j'étais contre. Et la deuxième raison, c'est une raison plus pratique, c'est que je crois donc à l'esprit, plus pratique et en même temps métaphysique, je crois à la puissance de l'esprit, mais par contre, je crois aussi que l'esprit peut être orienté par le regard des autres, puisque c'est une question de mise en scène. Et donc, quand la mise en scène chez un individu qui est diminué au regard, à notre regard par rapport à ce que nous considérons comme étant le plaisir, le désir, ce qui doit être vécu, ce qui peut être vécu, quand on est diminué dans ses propres yeux, c'est tout le problème de la discrimination d'ailleurs aussi parfois, même les handicapés qui ne veulent pas qu'on les voit comme des handicapés. Je pense aux sourds par exemple qui disent non, ce n'est pas un handicap. Ils se battent pour dire ce n'est pas un handicap
parce que nous avons inventé un autre langage, et c'est vous qui êtes handicapés par rapport au langage que nous avons inventé. Et donc nous sommes tous handicapés à un certain niveau. Donc quelque part, la question du handicap, c'est de ne pas considérer pour moi les autres comme étant des handicapés, pardon, mais en les considérant comme étant des personnes différentes avec des capacités autres. Puisque de toute façon, l'esprit s'acclimate toujours de capacités autres, quelle que soit la limitation apparente, qui pour une limitation pour nous par rapport au schème de désir qui est construit dans notre situation morphologique actuelle. Donc je vous donne l'exemple, j'avais défendu ça dur comme fer dans cette conférence, et il y avait un certain nombre de gens qui disaient très théorique, vous n'êtes pas humain, c'est de la philo, etc., blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, de façon inattendue, ceux qui sont venus, c'était à Rennes, ceux qui sont venus à la rescousse pour me défendre, c'était des infirmières et des médecins de soins palliatifs. Et qui m'ont dit, vous avez raison, n'osez pas s'exprimer, et parce que d'autres s'exprimaient, elles disaient qu'elles étaient infirmières, et il y a une discussion qui s'est engagée entre eux, et les infirmières de soins palliatifs, elles disaient, et qu'est-ce que vous connaissez, vous, justement, des gens proches de la mort, des soins palliatifs? Rien, parce qu'en fait, il y a des infirmières générales qui avaient une vision abstraite du rapport à leur propre pratique médicale, justement. Et elles prétendaient, oui, moi je suis infirmière, donc je sais ce que c'est que le vrai de vrai. Non, non, en fin de vie, vraiment, elles avaient beaucoup moins accès que celles qui m'ont défendu, et des médecins qui m'ont défendu en disant, et ils m'ont, pour prouver ça, pour aller mettre de l'eau à mon moulin, ils ont donné un exemple de cette jeune femme qui demandait l'euthanasie presque tous les jours, et qui était à Rennes dans un centre de soins palliatifs. Et elle a été déplacée ensuite à Nantes, c'est pour ça pour dire les conditions. Et quand elle s'est retrouvée à Nantes, d'un seul coup, elle ne demandait plus à mourir. Elle ne demandait plus à mourir alors que sa maladie s'était aggravée. Elle n'était pas dans une situation de confort supérieur, mais d'un seul coup, elle ne demandait plus, mais plus du tout. Et donc, comme vous savez, chaque semaine, dans les unités de soins palliatifs, les infirmiers, les médecins, les soignants, etc., le corps médical, se réunissent pour essayer de faire le point. Et ils ont essayé de faire le point en essayant de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et ils ont découvert quelque chose. C'est que sa mère, de cette personne, habitait Nantes. Ça veut dire que quand elle était à Rennes, elle faisait le voyage de Nantes à Rennes, elle faisait ressentir à sa fille que c'était horrible. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle aille la voir, que c'était horrible, et que c'était vraiment un poids pour elle d'y aller. Et donc, qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, elle était humaine, justement. Et bien, sa fille, elle le ressentait comme étant là, vraiment, il faut en finir, c'est plus possible, etc. Quand elle s'est retrouvée à Nantes, sa mère a changé d'attitude, changé de regard sur elle. Parce qu'elle était à côté, il se trouve qu'en plus l'unité de soins palliatifs était juste à côté de là où elle habitait, et donc d'un seul coup, c'est devenu, il y avait un contact qui s'est renoué, et le fait même que le contact se soit renoué, comme la vision de ce qu'était sa fille est devenue moins insupportable pour la mère, eh bien, le propre regard que la fille avait sur elle-même, qui est tout le temps médiatisé par le regard d'autrui, en plus par les gens qui nous sont le plus chers, a aussi changé sur elle-même. Et donc, elle a pu partir, elle a fini par mourir, mais de façon complètement apaisée et beaucoup plus... Oui. Oui, ce que vous dites justement, je l'ai observé auprès des personnes suicidaires. D'accord. Qui veulent vraiment se ficher en l'air, par exemple, ouais. trop fort, toi, ouais. Quand même trop fort, et là, qui sont apaisés, ils ont plus envie. Ah oui. Bien sûr. Oui, si ils ont envie, ils n'ont plus envie. Dès qu'ils se sentent apaisés, ce soit par eux-mêmes ou par l'entourage. Exactement. C'est le plus souvent, c'est pour ça que je vous dis que je suis contre l'euthanasie. Et ça a l'air d'être, mais c'est en fait cohérent par rapport à mes autres positions. Mais parce qu'en fait, moi je suis spiritualiste, je suis un idéaliste, c'est-à-dire je crois en l'esprit. Mais puisque je crois vraiment en l'esprit, je n'ai aucun problème avec le transhumanisme. Puisque par définition, si c'est de l'esprit, je ne sais pas, parce qu'on va hybrider, qu'on va faire n'importe quoi, que ça va changer quelque chose pour moi. Maintenant, si on n'y croit pas complètement, on va faire comme si, on va croire à une fiction de l'esprit. Et croire à une fiction de l'esprit, c'est-à-dire on va faire comme si on y croyait, mais qu'on n'y croit pas vraiment, on pense que si on a un nouveau mode de reproduction, ça annihilerait ce qu'on appelle l'esprit. Parce qu'en fait, ça nous prouverait qu'on n'est que matière. C'est-à-dire qu'on a peur, en fait, c'est fascinant. Non, ce sont des lois qui sont obscurantistes. Elles sont obscurantistes au sens où elles organisent leur propre méconnaissance. C'est-à-dire qu'elles font en sorte de ne pas faire face à ce qui pourrait se mettre devant leur nez
C'est-à-dire que finalement, nous ne sommes que matière, et si nous ne sommes que matière, ça a toute une série de conséquences. Par exemple, il n'y a aucune raison de se préoccuper d'autrui, puisque nous ne sommes que des tissus conjonctifs qui se répondent dans des formes de réaction. Et donc c'est tellement insupportable pour celui qui pourtant est matérialiste, qu'il dit qu'il est matérialiste, mais qu'il ne veut pas tomber face à ce qu'il est presque persuadé qui se passerait si on se reproduisait de cette manière. Alors que, finalement, ça ne change rien. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on se reproduit de cette manière que ça change. Dites-moi, vous voulez dire quelque chose, hein? Déjà, oui, ouais, non, vous avez plus ou moins répondu. Oui, donc, je pensais juste que l'esprit est une base matérielle, donc les deux sont potentiellement liés. Mais toute la question de rapport entre esprit et matière, quand on parle d'esprit et matière, c'est que esprit et base matérielle, etc., c'est la question à laquelle je voulais progressivement arriver, c'est-à-dire un truc, puisque l'objectif de cette deuxième partie de séminaire, il n'y aura que 2 séminaires, donc celui-là, et en janvier, ça sera mon dernier séminaire de l'année, parce qu'après je vais repartir aux États-Unis, ça sera à quelle date? J'en profite pour vous la donner. 10, vous l'avez? 10 janvier. Ça sera 10 janvier à mardi. Voilà, donc je vous le dis, sachez-le. Je risque d'oublier Facebook, l'envoi par mail, etc. Tout ça, comme je l'ai oublié cette fois en envoyant à la dernière minute. La question de cette différence entre... Parce que, en réalité, les questions qui sont sous-jacentes au transhumanisme, à l'hybridation de machines, indirectement, elles posent des grandes questions ontologiques qui minent notre époque, qui hantent notre époque. C'est vraiment la question du corps et l'esprit. Et on emploie pudiquement le mot mental aujourd'hui. Mind, pour ne pas parler en étant sur cette ambiguïté. En disant, c'est le mental. Mais en même temps, le mental, qu'est-ce que c'est? Alors on a des transhumanistes, justement, moi je trouve que c'est fascinant, la nébuleuse transhumaniste pour ça, parce qu'on a des transhumanistes qui disent, le mental, c'est le réseau uniquement. C'est le networking, c'est la complexité du système nerveux. Le mental, ça serait ça. Mais là, on se heurte à des questions qui sont des questions fondamentales. C'est-à-dire, le réseau, ça sert à faire circuler quelque chose à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est qui circule à l'intérieur? Ah non, mais c'est parce que c'est complexe. D'accord? Alors, il y a de l'information qui est assimilée, puis qui est traitée, puis après, ça ressort de l'autre côté. Mais alors, ça pose donc ensuite l'autre question, c'est quoi l'information? Ah ben l'information, c'est des impulsions électriques. Oui d'accord, mais alors ces impulsions électriques, elles codent quelque chose et elles aboutissent à... Mais c'est quoi le cœur du cœur de ce que c'est l'information? Oui, allez-y. C'est le début, hein, c'est le début ça. Quand bien même transformer le réseau, ça peut avoir un impact sur l'esprit même. Non mais quand vous dites ça, ça veut dire quoi, avoir un impact sur l'esprit même? C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment on transforme l'esprit parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est complètement déconnecté de la matière. Du coup, on joue à quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Il faut aller jusqu'au bout de ce que vous dites. Parce que vous dites, on ne sait pas ce que c'est, mais vous dites donc l'esprit déconnecté de la manière. Non, la question c'est de savoir, est-ce que l'esprit, c'est la connexion elle-même? Est-ce que c'est l'ensemble, ce que certains transhumanistes appellent le connectum? Et donc, ça a engendré un certain nombre de pratiques. Jadis, on cryogénisait. Et puis, récemment, un certain nombre de transhumanistes ont dit c'est pas la peine de cryogéniser l'ensemble de l'organisme, il suffit de plastifier le connectum au niveau moléculaire. Allez savoir pourquoi ça serait au niveau moléculaire, parce que si c'est à un niveau très légèrement supérieur, on perdrait ce qui est la substance de l'esprit qui serait au niveau moléculaire. Mais en tout cas, ce qu'on a vu dans ce cours, c'est que progressivement, les deux notions clés, c'est pour ça que j'en parle dans mon article scientifique, là, les deux notions clés, me semble-t-il, de l'ensemble de l'eschatologie, ontologie, métaphysique transhumaniste, s'il y en a une sous-jacente, qu'on décèle, qui ne se nomme pas comme telle, mais qu'on décèle dans ces linéaments en lisant l'ensemble des textes, c'est la notion de convergence et la notion de singularité. Et la notion de convergence, elle a différents niveaux. Un niveau extérieur qui se traduit par la convergence d'un certain nombre de disciplines scientifiques, comme ça, on va dire disciplines techno-scientifiques, la convergence NBIC, on dit neuro, vous savez, voilà, bio,
informatique, sciences cognitives, etc. On dit voilà, oui, c'est vrai que ça converge et qu'on fabrique des objets en utilisant les sciences cognitives, etc. Il y a ce que j'ai appelé subjectivation des objets, objectivation des sujets, il y a cette espèce de transformation, cette vraie convergence qui se traduit épistémologiquement par des disciplines au sens scientifique et technique qui convergent. Par exemple, la médecine, alors je vous avais l'air d'être sceptique, par exemple, la médecine qui va utiliser les nanotechnologies, la mécanique, l'informatique, etc. Et qui va utiliser, pas seulement du point de vue matériel, qui va utiliser des paradigmes informatiques, qui va donc réfléchir à ce qu'est la mémoire humaine en termes de mémoire informatique. Et inversement, la mémoire, au sens informatique du terme, va être réfléchie comme si c'était une mémoire humaine. On ne le voit pas, mais c'est dans ce sens-là aussi que les individus vont se mettre à réfléchir. Et donc c'est pour ça qu'on va finir par dire « Ah, mais cet ordinateur est intelligent ». C'est de l'intelligence artificielle, même si je trouve que le terme peut-être est mal choisi. En tout cas, aujourd'hui, c'est le terme qui est utilisé. Est-ce que... Vous voyez ? Et donc, on va réfléchir différents domaines, la biologie dans l'informatique dans la biologie, la mécanique, etc. C'est ça, la convergence NBIC. Et en particulier grâce à la miniaturisation, puisque par la miniaturisation, on peut construire des nanorobots qui ont la taille de cellules. Donc on peut, du coup, comparer les nanorobots à des cellules et les cellules à des nanorobots. C'est ça la convergence, ça suppose en même temps des formes d'équivalence paradigmatique et d'équivalence technique. D'accord ? Mais ça aboutit à la convergence, je vous avais dit, au sens de bang. C'est là où on arrive au niveau vraiment métaphysique. Et le mot a été utilisé pour dire c'est comme le Big Bang, c'est-à-dire c'est une sorte de singularité, une transformation unique dans l'histoire du vivant. Donc cette convergence bang, c'est bits, vous vous souvenez, atoms, mais pas pour dire seulement atoms, pour dire la matière, le cœur de la matière, hein. Neurons, les neurones, hein. Et genes, les gènes. Et qu'est-ce qui ferait le point commun entre tout ça ? C'est l'information. L'information génétique, l'information quantique, puisque maintenant on dit que donc, l'atome, le cœur de la matière, ça serait aussi de l'information. L'information neuronale, ça serait là où il y aurait de l'information. Et bien sûr, bits, qu'est-ce que c'est l'informatique ? C'est l'information, le morceau minimal d'information, le plus petit, la brique informationnelle. Et donc on voit bien qu'on a une forme de substantialisme, un nouveau substantialisme, qui sacre en quelque sorte l'information comme étant le réel qui constitue par combinaison multiple l'ensemble de la réalité, de toutes les compositions. C'est le composé en quelque sorte de toutes les compositions, ce qui est l'origine en quelque sorte. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Soit on est dans une forme, ce à quoi vous aviez l'air de souscrire, de dualisme corps-esprit, le vieux débat dualisme corps-esprit, qui, alors d'un côté il y a le mental, d'un autre côté il y a la matière, mais à ce moment-là c'est qu'on dit mental mais on veut dire esprit, c'est-à-dire on veut dire ce qui n'est pas matériel. Mais on n'ose pas aller jusqu'au bout parce qu'on va finir par dire, certains vont finir par dire, oui mais finalement le mental, c'est le cerveau. Comme si le cerveau, c'était pas le corps. Le cerveau, c'est... Et souvent on dit, ça se passe dans ma tête. Oui, et dans ma tête, ça serait pas mon corps. C'est-à-dire, il y a mon corps et mon cerveau. Il n'y a pas ton corps et ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, il fait partie de ton corps. Moi j'avais à un moment écrit un petit texte, disant, on pense avec ses pieds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un réseau, le réseau nerveux, il va dans les pieds. Donc on pense aussi avec ses pieds. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est aussi nos pieds. Pas parce qu'il y a une concentration synaptique avec des connexions neuronales plus complexes dans le cerveau parce qu'il y a un traitement particulier qu'on n'est pas intelligent aussi avec ses pieds en quelque sorte. C'est l'ensemble. Donc ça serait le connectome. Alors ceux qui sont dans le connectome, ils prennent uniquement le cerveau et ils plastifient sur l'ensemble au niveau moléculaire en disant voilà le jour où on sera capable de décoder, à ce moment-là, on sera immortel. Mais c'est aussi la question du décodage et du codage. Ça veut dire que quand on pense information, en fait,
qui sont dans cette ontologie, moi que j'appelle l'ontologie informationnelle, métaphysique informationnelle, ils sont dans le mythe ou dans le culte du code. Ils sont tous dans le Da Vinci Code. Finalement, il y a énormément de transhumanistes qui sont, pas seulement des transhumanistes, aujourd'hui c'est une vision qui se déploie où on dit c'est un code. C'est un code et donc il suffit de trouver le moyen de le décoder. Quand on dit convergence bang, ça veut dire le jour où on sera capable de décoder nos gènes, de décoder nos neurones, le cerveau, de décoder l'information quantique, de décoder, je ne sais, justement, le niveau informatique, à ce moment-là, ces différentes réalités qui ont l'air d'être complètement différentes, c'est-à-dire l'information au sens informatique du terme, la mémoire de l'ordinateur, la mémoire de mon cerveau, la mémoire génétique, la mémoire de la matière, qui sont différentes pour des raisons de destinée, parce qu'elles sont allées dans des directions différentes, en fait, peuvent être remises comme peuvent être replacées de façon équivalente. C'est-à-dire on peut transférer les unes dans les autres. Ça voudrait dire que mon information génétique, je peux la traduire en information au sens informatique. L'information informatique, je peux la traduire en information génétique. L'information neuronale, je peux la traduire en information quantique. L'information quantique, etc., etc. Et à partir du moment où je fais ça, c'est comme si je connaissais le code ultime de l'univers. Mais ce faisant, c'est sur ça que je voudrais attirer votre attention. C'était ça qui devait être le thème de l'ensemble de cette année, parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est que le début du début, là. En fait, ce faisant, ça pose la question, je vous dis, de ce qu'est l'information. Et je reviens à ce que je disais avant que vous fassiez votre remarque, c'est que moi j'adore revenir à les choses les plus simples, simplicides, et c'est là où on se rend compte de choses extrêmement puissantes, en étant dans ce cas le plus sympa, en partant dans des grands mots philosophiques, etc. Information, ça veut dire ce qui donne une forme. C'est informer, c'est ça. C'est pour ça que, si vous voulez, une information, c'est une trace que laisse un objet sur un autre objet. C'est ce que j'appelais, moi, l'information, c'est une substance ou l'effet, la trace, la forme, la morphologie laissée par l'empreinte, en quelque sorte. C'est l'empreinte d'un objet sur un autre objet. Et c'est comme si, dans le réel, tous les objets s'imprimaient les uns dans les autres. C'est ça l'interconnexion des choses. Mais alors, il y a des empreintes qui sont plus appuyées. Par exemple, un animal qui marche dans le sable, ou même un humain qui marche dans le sable, il donne une forme particulière, la forme de son pied, ou quelque chose de son pied, donc, ce qu'on va appeler la forme de son pied, au sable. Et donc on pourrait dire que le sable est informé de mon pied, ou de cet animal, parce qu'il en a la trace. Il est informé. D'accord ? Donc ça veut dire que, puisque nous sommes tout le temps une chose qui passe, nous-mêmes, un ensemble de choses qui passent, et qu'en même temps, nous sommes une chose sur le passage, en quelque sorte, nous pourrions dire que nous sommes infiniment informés et infiniment informans. Toute la question, c'est tout le temps la question de la perspective. Mais en disant ça, nous sommes infiniment informans, infiniment informés, on n'a pas élucidé la nature de l'information. C'est-à-dire, on n'a pas, et en élucidant la nature de l'information, en parlant de cette information, on n'a pas élucidé la nature même de la matière. C'est pour ça que ma position, à moi, qui me semble être la plus cohérente, ce n'est pas le dualisme, mais en fait, c'est le monisme. Et si on va même jusqu'au bout de ce qui a l'air, en apparence, d'être ultra-matérialiste, puisque ça ne peut se résoudre que dans une ontologie informationnelle, même ceux qui pensent être les plus matérialistes, comme Ray Kurzweil, par exemple, qui en arrivent à penser que la seule chose qui existe, c'est l'information, et donc l'obsession, ça a des conséquences directes. L'obsession de Google, c'est ça. L'obsession de Google, c'est d'aller le plus possible dans l'information, le stockage d'information, une fois que j'aurai stocké, mais finalement, sans comprendre ce qu'on est en train de stocker, pourquoi on le stocke, et qu'est-ce que ça va fournir finalement de le stocker. C'est un peu
On a un tel culte aujourd'hui de l'information, même là, pour le coup, là aussi un fétichisme de l'information, que ça se traduit même dans la logique des renseignements. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui fait la bêtise? Je ne vais peut-être plus rentrer aux États-Unis si je dis ça, du renseignement américain. Parce qu'ils sont très sensibles. Vous savez, quand ils mettent les questionnaires, est-ce que vous avez l'intention de transférer le sida à un citoyen américain? Bien sûr, je viens pour ça. Est-ce que vous avez l'intention de poser une bombe et que vous avez... Ça va de soi. Ils ont vraiment tout compris. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous imaginez s'ils me demandent, est-ce que vous avez déjà dit des choses sur les États-Unis et que j'ajoute quelques questions. Oh oui, je lui ai dit ça. Attends. Ce qui fait un peu la bêtise du renseignement américain, c'est le culte, c'est ce culte d'information qui est actuellement quelque chose de faramineux. Hein. Et donc c'est de tout écouter. Mais si on écoute tout, on n'écoute rien. Et puis en plus, on ne sait pas ce qu'on écoute, on n'a pas élucidé la nature de ce qu'on écoute. Et c'est comme aujourd'hui, quand on dit l'information génétique, et qu'on se fait faire son savoir, toute l'information, comment on appelle ça, son génome. Mais en fait, oui, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des régularités, dire voilà, ça donne un certain nombre de maladies, etc. Mais en fait, on ne sait pas ce que veut dire cette information. Parce qu'une information, alors, autre thèse sur ce qu'est une information, on entre petit à petit. Quand on essaye de comprendre quelle est la substance de l'information, on se rend compte que de l'information, la seule définition qu'on arrive à en donner empiriquement, c'est la structure. Mais la structure, ça se distingue, en tout cas, du point de vue à la base, philosophiquement, de la composition. Puisque c'est une structure, elle doit porter quelque chose. Mais puisqu'on dit que l'information, c'est ce qui, en même temps, est la substance, on n'arrive pas à le dire jusqu'au bout que c'est la substance, puisqu'on finit par dire, non, c'est ce qui porte la substance, c'est la structure. Et l'information, ça serait ça. Ça serait que de la structure. Pourquoi que de la structure? C'est l'information au sens, par exemple, de la physique. L'information au sens de la physique, c'est quoi? C'est de l'ordre. C'est-à-dire deux lettres, par exemple au sens génétique du terme, qui sont placées les unes derrière les autres, code génétique. C'est une information parce que c'est un code parce que c'est une combinaison parce que c'est ordonné, c'est-à-dire c'est placé les uns derrière les autres. C'est un langage parce qu'il y a des lettres qui sont placées les unes derrière les autres, et quand elles sont placées comme ça, je sais que ça veut dire tel mot, donc ça me donne l'information, parce que ça garde un certain ordre. Donc une information, c'est garder un certain ordre, c'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas encore élucidé, le quelque chose en question, mais qui sont placés les uns derrière les autres dans un certain ordre. Je dis, ah, ça de l'information. Oui, mais c'est quoi ces choses qui sont passées les unes derrière les autres? Si en même temps, je dis que le cœur de la réalité, c'est de l'information, mais qu'en même temps, je ne peux pas donner une autre définition que... Donc le cœur de la réalité, c'est quelque chose que je n'arrive pas à nommer, qui est placé les uns derrière les autres et qui garde cette forme. Et l'information, c'est seulement ça. C'est pour ça que dans la thermodynamique, dans le second principe de la thermodynamique, comme vous savez, on dit, qu'est-ce que c'est que l'entropie? L'entropie, c'est la perte tendancielle d'information. Le vieillissement, c'est la perte tendancielle d'information. Je pensais que ça voulait dire du désordre, l'entropie. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est la définition physique. Quand on dit désordre, ça veut dire quoi, désordre? Ça veut dire que c'est la perte tendancielle d'information, c'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de donner comme définition d'information? Ça veut dire des lettres, par exemple génétiques, placées les unes derrière les autres. Et donc, quand, par exemple, dans un organisme, qu'est-ce que c'est qui fait le vieillissement d'un organisme? La cohérence d'un organisme, c'est le maintien de l'information. Il y a un certain nombre d'informations. Et donc, par exemple, lorsque vos cellules se reproduisent, elles ont l'information qui consiste à faire que ça sera la même cellule qui va se reproduire au même endroit. Mais au bout d'un moment, il va y avoir des fautes de frappe génétique à force de se reproduire des milliers de fois, à force de le changer. Et à force de faire des fautes de frappe, il y en aura de plus en plus, et quand il y en a de plus en plus, l'organisme a de plus en plus de difficultés à maintenir sa structure. C'est ça le vieillissement. C'est la flèche de l'entropie. Et donc c'est la tendance effectivement au désordre. Et donc qu'est-ce que fait l'organisme? L'organisme, il concourt tout le temps à réorganiser l'énergie organiquement pour pouvoir maintenir, coûte que coûte, cet ordre jusqu'au moment où c'est pas possible, c'est la mort. Soit de façon violente. De façon violente, c'est, on pourrait dire, un désordre violent, un accident. Par exemple, si je m'étais craché en avion.
Alors donc, soit violemment, destruction de l'ensemble de notre information, coupé en morceaux. C'est, voilà, on voit que là, vraiment, c'est le désordre, quoi. C'est vraiment le désordre. Soit progressif, soit relativement progressif, un cancer généralisé. Mais en toute hypothèse, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que c'est qu'un cancer ? Si on le voit en ces termes-là, je n'avais jamais pensé à ça, tiens, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Un cancer, c'est l'annihilation de notre information génétique, c'est-à-dire que c'est un organisme qui dissout notre information, qui crée du désordre dans l'organisme, mais en dissolvant vraiment l'information de façon systématique. Les métastases, c'est ça. C'est une uniformisation structurelle qui s'oppose à notre complexité organique qui engendre tous les mécanismes qui nous font survivre. Et qui se met à notre place. Parce que le cancer, c'est ce qui prend notre place. Et c'est pour ça qu'une des morts essentielles par cancer, c'est l'hémorragie interne. C'est les tissus qui finissent par... C'est les tissus qui finissent par exploser, parce qu'il n'y a plus de place. Donc l'entropie, c'est la tendance, c'est pas le désordre, l'entropie. L'entropie, c'est pas le désordre en tant que tel, puisque le désordre en tant que tel, on peut se demander même si ça existe, parce que ça pose encore un autre problème, la question du désordre. Parce que les choses sont tout le temps ordonnées dans un certain sens. Mais ce qui fait ce qu'on appelle l'ordre, donc le sens, c'est que l'ordre est maintenu. S'il n'est pas maintenu, s'il y a une volatilité extrême, il n'y a pas de sens, puisque le sens, c'est quand ça va dans un sens. Par exemple, le sens de l'information génétique, c'est qu'il y a une croissance chez l'individu. Et donc, il y a une résistance de l'individu à ce qui heurte son organisation interne. C'est pour ça qu'il se nourrit, par exemple, pour récupérer une partie de ce qu'il perd. C'est pour ça qu'il apprend ce qu'il perd quand même. Il continue à faire travailler ses capacités cognitives, alors qu'il y a une tendance où il lutte contre ce qui s'impose à lui de l'extérieur, contre l'entropie. C'est-à-dire, la lutte contre l'entropie, c'est ce qui valide l'idée qu'il y a entropie. C'est-à-dire que l'ordre, il ne peut pas y avoir d'ordre s'il n'y a pas de résistance à ce qui s'opposerait à cet ordre. Puisque tout est ordonné dans un sens, de toute façon. C'est-à-dire que même si je mets les choses dans n'importe quel ordre, le fait même de dire n'importe quel ordre, ça prouve bien que c'est tout le temps un ordre. Donc qu'est-ce que c'est que le chaos ? Le chaos, c'est juste la tendance à détruire un ordre particulier qui résiste. Eh bien ça, c'est ma définition de l'esprit. Pourquoi il résisterait s'il n'était constitué que de ce qui justement a tendance au désordre? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y ait des organismes, c'est-à-dire des types d'organisation, des organismes, qui résistent à leur propre substance? C'est-à-dire qui s'opposent à ce qui les constitue. Et Alzheimer alors ? Comment ? Alzheimer. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vaincus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vaincus. Ça veut dire que même quelqu'un qui a Alzheimer, il résiste. Il meurt, il résiste. Il résiste, mais il perd. C'est pareil pour les humains, c'est pareil pour tout. Ce que je veux dire par là, c'est que Alzheimer, c'est une tendance à réduire la mémoire. Mais la mémoire, c'est quoi ? C'est la résistance à l'oubli. Alzheimer, c'est, on pourrait dire, si on allait pousser la métaphore, c'est se plonger progressivement dans l'oubli. Mais donc dans le désordre. Le sens, c'est lorsque les choses sont ordonnées, mais elles se maintiennent. Ça fait de la mémoire. C'est pour ça qu'on parle de mémoire génétique. C'est pas le fait, c'est ça que j'essaye de vous dire, c'est pas le fait qu'elles soient dans un ordre particulier qui fait leur signification et qui fait du sens. C'est le fait qu'il y ait une résistance de cet ordre particulier. C'est-à-dire que cet ordre particulier se maintient. C'est-à-dire de l'instant T1 à l'instant T2, il y a une continuité. S'il n'y a pas continuité, il n'y a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de sens, puisque de toute façon, ce qui va être désordonné, notre code génétique, même s'il est désordonné, ça va s'ordonner en autre chose.
C'est-à-dire ça va être, si c'est A, B, C, D, par exemple. D'accord? Je prends l'exemple d'un mot, tiens. Je prends le mot humain. L'entropie, ça serait la tendance à faire de plus en plus de fautes d'orthographe au mot humain, au point qu'on ne le reconnaisse plus à la fin. Et ça serait la mort de la signification du mot. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au départ, humain, on va l'écrire H-U-M-I-N, donc tout le monde sait ce que c'est. Puis après, on va enlever le H, on le reconnaît encore, humain. Puis après, ça va changer, ça va être mumain, on va plus ou moins reconnaître. Et puis après, ça sera même plus mumain, ça sera disparaître, on ne reconnaîtra plus ce que c'est. Et donc ça a disparu, la signification a disparu, c'est ça l'entropie. Mais si on avait décidé que ça c'est en même temps c'est arbitraire, c'est-à-dire que tout code est un code arbitraire, ce qui n'est pas arbitraire, c'est le fait qu'il soit maintenu. C'est comme un contrat. Un contrat à la base, c'est des règles qui sont fixées arbitrairement. Mais dès qu'on respecte les règles, c'est-à-dire dès qu'on leur donne une continuité, c'est plus arbitraire, parce qu'on a respecté les règles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la base, je pourrais dire que humain, ça s'écrit avec un U, ou que ça se dit ma main, et l'entropie, ça pourrait se trouver être humain écrit comme c'est écrit aujourd'hui, si on n'avait pas décidé qu'arbitrairement ça s'écrivait comme ça. Mais c'est qu'à partir du moment où conventionnellement, et conventionnellement ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de maintien, c'est-à-dire une sorte de continuité conventionnelle, donc ça devient une convention, donc une unité de humain du mot lui-même, c'est le fait qu'on change ce mot, que ça soit déstructuré, qui se traduit, qui devient l'entropie. Parce que n'importe quelle lettre dans n'importe quel ordre, une fois qu'elle se maintienne dans cet ordre, c'est pas de l'entropie, c'est de la négantropie. Mais la vraie question, du coup, il est pas, parce que la plupart des matérialistes, justement, ils engagent la conversation en disant, ben voilà, le second principe de la thermodynamique, c'est la négantropie, le monde, c'est la destruction, donc on est tous destinés à mourir, donc de toute façon, il n'y a rien n'a de signification, etc. Alors que pour moi, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre entropie et négantropie? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a une opposition? Parce que s'il y a une opposition, ça donne un sens immédiatement à l'opposition elle-même. Aucune opposition n'existe sans avoir un sens, puisque l'opposition, elle se maintient, elle a elle-même une continuité. C'est-à-dire que vous pouvez dire, le monde n'a pas de sens, l'univers n'a pas de sens, parce que vous êtes dans une sorte de rivière, on va dire, d'accord, où il y a tellement de courants dans toutes les directions, que vous dites, on voit bien qu'il n'y a pas de sens dans ce courant. D'accord? Ce serait ça la manière qu'on a de dire, l'univers n'a pas de sens. C'est ce que disait, je vous le disais, Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité. La nécessité, c'est une nécessité interne au vivant. Comme il n'y en aura qu'une, que c'est absolument improbable, et que le mouvant va disparaître comme il est apparu, improbablement, et donc il ne pourra plus jamais exister quelque chose comme le vivant, donc il n'y aura pas de continuité entre l'ensemble de l'histoire du vivant et ce qu'est l'univers. Par conséquent, c'est comme si le vivant n'avait pas existé, même au moment où il existe. Puisque ce qui fait la continuité dans une histoire, c'est le fait qu'elle peut se raconter. Mais si on ne le raconte plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la moindre mémoire de tout ce que nous avons été. Et s'il n'y a plus la moindre mémoire de ce que nous avons été, mémoire génétique, etc., ordre particulier, c'est comme si on n'avait jamais été. Comme dit Kundera, je vous dis au début de l'immortalité, une fois, ce n'est rien. Et c'est pour ça que les humains ont l'horreur de l'idée qu'ils vivent une fois. Parce qu'une fois, ce n'est rien. C'est ça, l'insoutenable légèreté de l'être. Donc, ça peut être l'insoutenable légèreté de l'espèce humaine, si elle disparaît complètement, du vivant dans son ensemble. Dans son truc. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je voulais en arriver à quelque chose dont j'ai perdu la trace, pour ainsi dire. Non, je voulais dire quelque chose. Ceux qui suivaient, je disais quoi? Vous avez l'air de bien suivre. Il y avait l'esprit, vous avez parlé de l'esprit. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est cette question du rapport, pour moi, qui est une question fondamentale. Parce que, je vous disais, cette rivière, donc l'univers, avec des courants dans tous les sens, donc finalement pas des courants, puisque c'est des courants dans tous les sens. Mais au milieu de tout ça, il y a une résistance
C'est-à-dire des lettres A, B, C, D, humains ou notre information génétique, qui résistent à l'entropie, c'est-à-dire qui résistent au processus qui tendrait à les désorganiser. Et donc pour moi, ce qui est essentiel, ça ferait comme si vous avez ces courants dans la rivière qui vont dans toutes les directions, certes, mais vous aviez au milieu, ça serait l'esprit, par exemple, ce que les Indiens appelleraient le Purusha. Je dis ça parce que c'est en même temps un géant à l'origine. Vous avez entendu parler peut-être du Purusha, Prakriti et le Purusha. Dans la philosophie indienne du système Samkhya. Du système Samkhya où vous avez d'un côté la Prakriti qui est supposée être la matière informe, ce que dans l'Antiquité grecque on appelait la hulé-protée, qui est une matière informe, chaotique, etc. Et puis le Purusha, ça veut dire homme, et au départ ça voulait dire une sorte de géant primordial, qu'on peut presque traduire par esprit, qui finit par donner sa forme à la matière qui, elle, est informe, complètement informe, etc. Qui s'impose à elle, en quelque sorte. Et donc, je disais, c'est comme si l'esprit, whatever that means, marchait dans une direction. Et que, comme si nous mollets, on est en train de marcher dans la rivière, en quelque sorte, avec l'eau qui nous monte à hauteur des cuisses, et qui va dans toutes les directions, et donc qui nous use dans une direction, dans l'autre, dans machin, etc. Et donc on résiste, mais en même temps, nous, on marche dans la même direction. Et donc ça trace quelque chose qui n'est pas compatible avec tous ces trucs-là. Mais sauf que là, les différents courants qui nous tirent d'un côté, de l'autre, etc., c'est ceux qui nous habitent et qui constituent notre substance elle-même. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on lutte contre notre propre substance. On lutte en permanence contre ce nous-mêmes, pour parler comme Ricoeur, comme si c'était un autre, et là, l'autre, c'est l'autre de notre matière, de notre composition matérielle, de notre composition physique, comme si c'était notre ennemi, en quelque sorte. Pour maintenir une organisation qui permet un type d'expression qui ne serait pas possible, sinon. Et ça, c'est inexplicable, du point de vue de l'entropie seule. C'est-à-dire, si le désordre est le principe de l'univers, comment se fait-il qu'il y ait de l'ordre qui tente de résister à ce désordre? Il ne peut pas être compris du point de vue de ce désordre, s'il n'y avait que ce désordre. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas être compris de ce point de vue. Du seul fait qu'il y ait une résistance, et du seul fait qu'il y ait une transmission de cette résistance, par les livres, par exemple, et puis ensuite par autre chose, et puis justement par la génétique. C'est-à-dire qu'il y a un échec, tout le temps réitéré, qui se traduit en même temps, ce désir, il est tellement débordant, qui se traduit par un passage de relais, qui soit génétique ou qui soit dans le désir de faire une œuvre. Faire une œuvre, c'est quoi? C'est mettre des lettres, ou des symphonies, de la musique, ou de l'art, c'est-à-dire un type d'organisation, un type d'information, pour que ça soit transmis au-delà de notre composition organique qui va se décomposer. Et le rêve transhumaniste, c'est de faire que cette composition organique, elle ne se décompose pas, donc c'est la même chose finalement, c'est de l'art, c'est la même logique. C'est-à-dire que quand on fait de l'art, quand on fait de la musique, quand on écrit des romans, quand on fait de la philosophie, quand on fait de la science, on fait la même chose. On pourrait dire qu'on délocalise notre organisme. On délocalise notre information génétique pour en faire ce qu'on appelle une œuvre. D'ailleurs, on appelle ça une œuvre de création, c'est-à-dire qu'on se recrée, on cherche à se recréer. À l'extérieur de soi, puisque on voit bien qu'à l'intérieur de soi, ça a l'air de ne pas être un refuge suffisamment sûr. Mais ça suppose une continuité avec toutes les histoires. Qu'est-ce qui dit que cette continuité que moi je vois, en fait, est que le reflet de ce qui est en moi et qui n'est pas vraiment une continuité? Je vais vous dire, en toute hypothèse, la question que vous posez, c'est la même question que celle de l'illusion. Et là, c'est extrêmement facile à répondre. Très facile à répondre à cette question. C'est que si le monde est illusion, on va l'appliquer ensuite à votre... Si le monde est illusion, très bien, il est illusion, il est donc illusion de quelque chose, donc cette illusion en tant que telle existe, et donc peut-être qu'on n'a pas élucidé la nature de cette illusion, mais en tout cas elle existe en tant que telle, on en est sûr. Et c'est déjà pas mal de savoir ça. C'est-à-dire que dire que le monde est illusion, ça ne veut pas dire que le monde n'est rien.
C'est justement le contraire du monde qui n'est rien. C'est-à-dire, pour qu'il y ait illusion, il faut bien qu'il y ait illusion de quelque chose. De la même manière, lorsque vous dites, c'est un peu ce que vous dites, il y aurait une distorsion. C'est-à-dire ce que je vois, mais la distorsion, en tant que telle, c'est une distorsion, mais cette distorsion, elle existe en tant que telle. Et donc, la distorsion prouve qu'il y a une dissonance. L'entropie, c'est même ça, il y a une dissonance, il y a une distorsion. C'est peut-être pas ce que je qualifie, et d'ailleurs, souvent, je le qualifie très mal. J'interprète ma souffrance très mal. J'interprète, c'est ça les problèmes psychologiques essentiels, j'interprète les malheurs et les colères qui existent dans mon couple de façon très mauvaise, et donc j'accentue le problème que je crois réglé. Pareil en ce qui concerne avec autrui, pareil, etc., etc. C'est rempli de distorsions. Mais pour moi, la grande question, c'est l'existence même de cette distorsion qui a une réalité forte. Et la première grande distorsion, c'est entre entropie et négantropie. Cette distorsion, elle suppose que la matière, c'est comme si la matière en tant que telle, en admettant qu'il n'y ait que matière, se contredise dans son principe le plus intime. Vous voyez ? C'est-à-dire, comment est-ce que la matière peut se contredire elle-même ? Alors, soit elle n'est pas ce que nous croyons qu'elle est, et ce que nous avons comme impression justement première qu'est la matière, parce que, en fait, nous avons besoin, pour nous diriger dans le monde, de croire que c'est de la substance, de croire que c'est solide, parce qu'effectivement, c'est solide parce que ça nous permet d'éviter de nous faire mal, c'est qu'une question d'orientation, de sélectivité, des couleurs, un peu comme à un moment donné, quelqu'un comme John Locke a distingué, vous savez, qualité première, qualité seconde, sur les objets, en disant, il y a des qualités premières, qui seraient les qualités, le volume, la substance de la chose, son étendue, etc. Hein, et qui donc ne seraient pas attachées à mon regard, et d'autres qualités qui seraient entièrement déterminées par mon regard, par exemple la couleur, ou l'odeur. Et moi je crois que cette distinction entre qualité première et qualité seconde, c'était déjà une intuition, que la couleur c'est quelque chose que j'impose au réel, puisque si je suis daltonien je le vois autrement, si je suis tel autre animal je le vois autrement, mais en fait, même le volume. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que nous montre la mécanique quantique, même la distinction entre les objets, même le fait de croire qu'il y a une substance solide, imperméable, en face de moi. Donc, s'il y a une distorsion à la base, cette distorsion, elle est incompatible avec une matière qui, telle que nous la concevons, c'est-à-dire une matière qui serait purement causale et déterministe, une sorte de tissu déterministe du monde, fait d'objets séparés qui se causent, qui sont atomiquement, qui s'imposent atomiquement les uns dans les autres, avec des combinaisons aléatoires et qui finissent par disparaître, donc tout ça n'a aucune signification autre que matérielle. Si la matière était entièrement ça, c'est-à-dire cette espèce de vue spontanée que nous en avons, qui est en réalité la vue de la science, qui prétend pourtant sortir de la spontanéité, mais qui en réalité, dans ce sens-là, est tout à fait vulgaire, eh bien, il n'y aurait pas de distorsion, cette distorsion fondamentale. Alors que d'habitude, cette distorsion, elle est qualifiée pour aller dans le sens de la négantropie en disant ça prouve bien qu'il n'y a rien. Mais moi, je ne le trouve pas du tout. C'est pas parce que ça peut aboutir à la mort et ça aboutit à la mort, c'est-à-dire à l'échec, qu'il n'y a rien. C'est justement le problème. C'est justement le fait. Pourquoi est-ce qu'il y a, et j'en reviens à ce que je vous disais au début de ce séminaire, ma question fondamentale, qui manifeste la réalité de l'esprit au niveau humain et dans l'être, c'est le désir. Le désir, il se saisit des objets, mais il est incompréhensible par rapport aux objets eux-mêmes lorsqu'on l'approfondit. C'est-à-dire que le désir, il peut toujours être compris d'une façon déterministe, comme si c'était son sol en quelque sorte, pour qu'il puisse marcher dessus, mais qu'en réalité, il est autonome. Parce qu'il va bien au-delà de ça, il est sans cesse en train de déborder les objets qui pourtant sont l'objet de son désir. C'est la question du fantasme. C'est-à-dire, je crois que c'est objectif. Mon désir sexuel vis-à-vis d'un objet sexuel donné. Un objet, je veux dire, parce que c'est objectivé dans mon esprit, même si c'est pour elle-même, cet objet est un sujet, c'est un autre être. Mais je veux dire, objectivé dans mon esprit comme étant l'objet de mon désir, parce que c'est dans mon objectif, au sens photographique du terme, si vous voulez. Mais en réalité, c'est chaque fois en train de déborder. C'est en même temps le débordement. Ce désir est en même temps déborde l'objet, comme si c'était tout le temps un prétexte. Et donc de la même manière, on en arrive à ce désir, ce que j'appelle, ça c'est la version vraiment philosophique des trois strates que j'évoque tout le temps, désir de survivre,
qui déborde vers le désir de, ce que j'appelle désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux et donc de construire les moyens matériels pour vivre moins, et qui déborde sur ce que j'appelle le désir d'être, qui au départ passe par le paraître, parce que j'ai besoin de mettre en scène ma vie, donc j'ai donc besoin de mettre en scène une continuité impossible, et que je sais impossible, mais dont je rêve, et en la rêvant, je la fais exister. Mais en même temps, si je la rêve et que je la fais exister, il faut bien qu'elle, sa condition de possibilité de ce rêve, existe, et que donc la possibilité de cette distorsion existe, et que donc ce débordement lui-même ait une signification. C'est pour ça que je finis par poser cette question, à laquelle on essaiera de répondre la prochaine fois, de façon peut-être plus philosophique. C'est, pour moi, le grand mystère, la grande question fondamentale, c'est celle de pourquoi, comment peut-on élucider ça, comment peut-on questionner ça, cette contradiction ou même cette opposition entre la structure et la composition. Pourquoi est-ce que la structure contredit la composition? Pourquoi est-ce que notre structure contredit notre propre composition? Pourquoi? Si ce n'est parce qu'il y a un principe qui ne peut pas être le principe que nous accordons à cette composition spontanément, matérielle, physique, etc. Comment arriver à le déterminer? Comment arriver à le comprendre, sachant que nos mots eux-mêmes sont des mots qui ont besoin d'être substantialisés? Alors c'est pour ça où je trouve qu'il y a des tentatives qui sont très intéressantes aujourd'hui, dans ce que et c'est de ça dont on parlera la prochaine fois, cette nouvelle physique, et même physique dite digitale, physique numérique, certains appellent ça physique digitale, physique numérique, philosophie digitale, philosophie numérique, disant est-ce que l'univers n'est pas une grande machine de Turing, cosmique, c'est-à-dire une sorte d'ordinateur capable de simuler, d'émuler toute autre forme d'organisation. Et ça se heurte à la question, encore une fois, de ce qu'est une information, parce qu'on a à peine abordé et effleuré aujourd'hui. Je vous disais que l'information, c'est ce qui informe, c'est-à-dire ce qui donne une forme. Et donc, qu'est-ce que c'est qui donne une forme? Parce qu'en donnant une forme, c'est lié à ce que je vous disais au début. Donner une forme, c'est quoi? C'est donner du sens. Puisque la forme, c'est quoi? La forme, c'est le maintien de la forme. C'est-à-dire le fait que cette forme ait un sens parce que les lettres sont dans le même ordre de l'instant T1 à l'instant T2 à l'instant T3. Elle bouge un peu, mais il y a continuité. Et cette continuité, cette résistance pour produire de la continuité, elle se traduit par l'existence même de notre organisme, et de notre organisme qui déborde dans l'art, qui déborde dans toutes les formes que nous faisons exister à l'extérieur de nous. Et donc qui déborde dans la technique et la technoscience, donc qui déborde dans notre désir d'hybridation en machine, qui n'est pas du tout une rupture de continuité avec le grand rêve de l'humanité, mais qui est, on pourrait dire, comme certains parlent de la paix, de la guerre, c'est la continuité du rêve humain par d'autres moyens. Mais c'est la même chose. Pour moi, ça ne change pas du tout. C'est au contraire la manifestation de l'existence de l'esprit. Ce débordement permanent, y compris maintenant dans la technoscientifique. Et la preuve que la technoscience, dans ces versions qui peuvent avoir l'air d'être les plus tragiques ou vues de manière négative, est possiblement l'objet de narration, de nouvelles narrations. C'est la science-fiction. Qu'est-ce que c'est que la science-fiction? C'est des gens qui racontent sans cesse. C'est toujours possible. Donc là, il y a vraiment un certain nombre de questions qui sont des questions fondamentales, qui ont l'air d'être des questions justement de pure science-fiction, banale, infantile, mais qui ne sont pas infantiles du tout, parce qu'elles se manifestent directement par des comportements humains, ce culte de l'information. La métaphysique, il ne faut pas penser que la métaphysique, c'est un truc infantile. Ce que disait mon père lorsque je faisais ça quand j'étais plus jeune, il me disait que c'était la métaphysique d'adolescent. Je lui dis, ah oui, mais l'humanité, elle fait de la métaphysique d'adolescent en permanence, sans forcément l'expliciter, et ça se traduit par l'obsession de l'information des renseignements américains, ça se traduit par l'obsession de l'argent. L'accumulation de l'argent, c'est quoi l'argent? C'est d'accumuler du prestige. Pourquoi est-ce qu'en accumulant du papier, on accumule du prestige? Pourquoi est-ce que c'est devenu? Pourquoi? C'est rien l'argent.
On dit, hein, ce qu'il y a de plus matériel, c'est pour ça que j'ai un chapitre là-dessus dans mon bouquin Sans emploi. Je dis, les deux grandes motivations, on dit le sexe et l'argent. Ce ne sont que des images. Je veux dire, quand on est dans cette... L'argent, c'est rien. C'est des chiffres, c'est du prestige, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est rien. C'est-à-dire, c'est juste de la foi, c'est juste la croyance que ça vaut quelque chose, et du coup, ça engendre un processus dingue. Donc c'est de l'ordre, en fait, de l'argent. L'argent, ça crée de l'ordre, et ça crée des ordres aussi. La finance, ça crée des ordres aujourd'hui. On pourrait voir comment le rapport entre entropie et négantropie dans le rapport à l'argent, c'est vachement intéressant. Parce qu'au départ, c'est de l'ordre, justement. Puisque c'est de l'unité. Des unités de mesure, donc d'échange. Pareil en ce qui concerne le sexe. On dit c'est ce qu'il y a de plus matériel. Il n'y a rien de c'est pas matériel du tout. Mais si c'est matériel, le sexe au sens physique, le corps, non, pas du tout. C'est pas du tout matériel. Parce que si vous aviez exactement la même chose avec la même forme matérielle, même avec la chaleur, le machin, etc., d'un seul coup, si le fantasme ne correspond pas, il n'y a plus rien. Et même ce qui correspond parfaitement à votre fantasme, vous vous en approchez, 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 vous vous asseyez à côté. Enfin, moi, je le fais plusieurs fois l'expérience. Vous êtes. Ça y est, vous y êtes. Oh. La preuve que c'est pas matériel. Que c'est pas matériel du tout. C'est-à-dire le rapport entre la distance et le contact, encore une fois, là, est complètement... C'est pour ça d'ailleurs que la technique chez les bouddhistes, pour sortir du fantasme et des désirs dont on ne peut pas... Il dit c'est très simple. C'est pas de ne pas penser, par exemple, si un moine pense à un corps de femme, imagine ses cuisses, ses seins, etc. Le but des la méthode des bouddhistes, c'est pas de dire arrêtez d'y penser, pensez plus, cachez ce sein que je ne saurais voir. Non, non, tu veux y penser, vas-y à fond dedans. Vas-y, et tu regardes comment c'est vraiment dans le détail. Tu vas même découper en petits morceaux, regarde l'intérieur, etc. Et du coup, tu te dégoûtes littéralement. Tu crées le dégoût. Tu veux voir ce que c'est qu'un sein, tu vas voir le tissu conjonctif, pas conjonctif, pardon, les tissus, la graisse, le mélange avec l'eau à l'intérieur. Puis d'un seul coup, ça perd quoi? Ça perd sa structure. Et là aussi, dans le rapport à l'esthétique, la structure contredit la composition. Et qu'est-ce que c'est donc que le désir? Le désir, c'est l'impact direct de la structure qui en fait n'existe pas puisque ce n'est que de la composition. D'accord? Ce n'est que du composé. C'est l'impact direct de la structure qui, tant qu'elle reste de la structure, j'ai l'impression de toucher quelque chose de réel. Genre, c'est de la structure, mais en fait, c'est que de la structure et c'est rien, cette composition. Même ça, déjà, dans le rapport à la sexualité, c'est du mystère, dans ce qui a l'air d'être le plus instinctif, le plus primaire, le plus... Ce que je disais, je ne sais pas si c'est dans ce cours, mais il n'y a pas plus humain que la pornographie. Le fait qu'un humain s'excite en faisant la bête, ça prouve bien que c'est profondément humain. Parce que la bête, elle ne fait pas la bête. Oui. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que tout le temps, on voit bien qu'à chaque niveau d'évolution, on a un débordement. C'est-à-dire que le fantasme et que même le sadomasochisme, toutes les formes de désir, c'est du débordement. C'est comme si sans cesse la matière se débordait elle-même par des structures qui la contredisent. Donc on croit à des structures parce que notre esprit est une structure. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le fait que la structure contredise la composition prouve que la composition ne peut pas être livrée à elle-même. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la composition. Mais par contre, la seule manière qu'on a de parler de cette autre chose, c'est la structure, c'est-à-dire l'organisation même de cette composition, qui peut être de l'organisation de nos rêves à l'organisation même de notre forme organique. Mais en même temps, quand je dis le mot organisation, j'en parle comme si c'était des choses agencées. Mais ces choses, quelles sont-elles? C'est pour ça que quand on finit par dire « Ah ben c'est de l'information », oui mais l'information c'est justement ce qui donne la forme. Qu'est-ce qui donne la forme? À nos rêves. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.